Bonjour à toutes, bonjour à tous en ce dimanche après-midi particulièrement ensoleillé sur la Savoie et bienvenue à Méribel dans ce qui sera dans quelques 200 jours l'antre du hockey sur glace à l'occasion des Jeux olympiques de Savoie d'Albertville. Le hockey sur glace se déroulant ici dans cette patinoire conçue pour le hockey sur glace et conçue en fonction des avec une transition facile en ce dimanche après-midi puisque vous le savez, vous venez de voir le portrait d'Andreï Chesnokov, ville ouverte consacrée aujourd'hui sur notre chaîne à Leningrad et à l'Union soviétique. Transition facile, le hasard fait quelquefois bien les choses. Le match cet après-midi pour la 5e place de ce premier Palais d'Or. Méribel oppose en effet l'équipe de France à l'équipe d'Union soviétique. Premier Palais d'Or de Méribel tout simplement parce que l'on a voulu faire une répétition nature pour tout le monde, pour les joueurs bien sûr, pour la presse aussi, que ce soit la télévision, les radios ou la presse écrite. Il y aura près de 800 journalistes ici lors du premier match d'ouverture entre l'équipe de France et le Canada le 8 février pour les 16e Jeux Olympiques d'Albertville. C'est bien sûr un grand événement et donc on a tout fait, grandeur nature, histoire de bien se régler. Nous aussi d'ailleurs on va en profiter à l'occasion de ce match entre l'équipe de France et l'équipe du RSS. 3 absents pour les Français. Pierre Pousse qui a une fracture du nez, Yves Crétenant qui s'est réveillé ce matin avec un sérieux mal de tête et puis Serge Coudrier est blessé lors du premier match contre l'équipe de Suède avec une blessure à l'épaule, une blessure acromio-claviculaire. Une équipe de France opposée à une bonne sélection soviétique, Laurent. Oui, tout à fait. L'équipe soviétique est présente ici. Ça n'est pas l'émanation des meilleurs joueurs soviétiques pour la bonne et simple raison qu'à partir du 31 août, l'équipe du RSS disputera la Canada Cup avec les professionnels canadiens, les professionnels américains, les Suédois, les Finlandais et les Tchèques. Mais cette équipe est redoutable. Vous le savez, le niveau de jeu en Union soviétique est très bon. Faire 2-3 équipes nationales de valeur sensiblement égale. On voit à l'écran les deux gardiens. Pour l'équipe du RSS, ce sera Stalenkov, tandis que Jean-Marc Dian, filet français, une équipe soviétique pour prouver sa valeur qui a déjà 8 joueurs draftés par des clubs nord-américains et 5 d'entre eux sont déjà assurés de disputer le circuit de la NHL dès le mois d'octobre prochain, Thierry. Oui, c'est à peu près réglé, ça va mieux. L'équipe de France donc a perdu son premier match 4-1 contre la Suède et hier les Français nous ont offert un superbe spectacle face à l'équipe de Tchécoslovaquie. Les Français ont perdu mais 5-3. C'est parti dans cette rencontre pour la 5e place. Ce n'est pas tout à fait une surprise de retrouver l'équipe de France qui est en rodage, qui est elle aussi en apprentissage des meilleures valeurs mondiales. C'est un hockey tout à fait différent. Le hockey français est en pleine mutation mais a surtout beaucoup progressé, se retrouve maintenant parmi les 12 meilleures équipes du monde. Alors forcément, il faut encore apprendre. Les Français reviennent d'une longue tournée au mois d'août, c'était en Suède, et l'équipe de Kjell Larsson cherche à apprendre et surtout à progresser. Donc le résultat n'est pas vraiment capital, c'est pas ce que l'on recherche dans un premier temps, même si c'est toujours important de faire un bon résultat comme hier face aux Tchèques. 5-3 c'est un bon résultat. Ce que l'on cherche surtout c'est à prouver au niveau de certains joueurs que l'on est capable d'être dans l'équipe olympique, et c'est le cas aussi de certains soviétiques car ils ne seront pas tous ici au mois de février à Méribel. Début de match à l'avantage des Soviétiques avec un premier lancé, un premier arrêt difficile pour Jean-Marc Dian, récupération de Peter Almassi. La relance française est poursuivie par Bruno Saunier. Ça va directement sur la défense soviétique avec Yuskevich, Chargorodsky qui cherchait là-bas son ailier, ça n'a pas marché. On retrouve Galchenyuk au milieu. Galchenyuk, joueur de centre, il est content au palais pour Christophe Ville, mais Stalenkov sort pour préserver son but. Donc avec une nouvelle occasion pour les Soviétiques, Galchenyuk qui lance et c'est passé tout près. Thierry, on est chaud là. Je crois même que ça a frôlé le poteau. Cette équipe de France avait fort bien démarré hier face à l'équipe de Tchécoslovaquie. 3 minutes de rêve, nous disait l'entraîneur Kjell Larsson. Mais le problème, c'est qu'après, il y a eu 1 minute et 21 secondes de France à encaisser 3 buts dans ce laps de temps. Alors finalement, on préfère voir les Français quelque peu dominés en ce début de partie et se remettre, comme l'on dit, d'aplomb juste derrière. A noter que l'équipe de France joue avec sa 3e ligne franco-canadienne, Sylvain Beauchamp, Benoît Laporte et Patrick Dunn, qui sont tous les 3 sur la glace et qui ont beaucoup de qualité mais ont un peu de mal au niveau d'équipe de France à prouver leur réelle valeur. Pourtant au niveau du championnat on la connaît et il faut que les 3 arrivent à former une sérieuse triplette car c'est important pour l'équipe de France. On compte beaucoup sur cette ligne de buteurs.
Cette ligne, on la retrouve sur la glace avec une passe de Michel Leblanc, récupération de Malikin. Malikin qui s'est fait prendre le palais là par Michael Babin. Et là, sur la glace, Thierry, on a la classe bébé de l'équipe de France. Marjorie, Briand et Babin, 3 joueurs de 20 ans, dont 2 étaient encore juniors. Lui, il aura marqué l'histoire du hockey français. Oui, alors la petite musique qu'on entend pendant les arrêts de jeu, c'est une bonne initiative ici à Méribel. C'est l'orgue à la façon canadienne pour combler un petit peu le vide des arrêts de jeu. On joue de l'orgue. Sur la glace, la classe bébé de l'équipe de France, les 2 quatrièmes lignes avec Titov, la récupération de Petrov. Petrov, petit joueur assez vif techniquement, et Jean-Marc Dian, obligé de geler le palais. On va engager à nouveau tout près du filet français. On revoit au ralenti cette petit exploit technique du soviétique et avec la mitaine, l'arrêt du gardien chômeur de cette équipe de France. On vous en parlera tout au long de ce match. Il y a eu beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses et il s'est passé beaucoup de choses à Méribel car le hockey français a du mal à se professionnaliser. C'est un petit peu, je dirais, une dimension moins importante, les mêmes problèmes qu'en football au niveau des clubs, au niveau de l'argent, on essaye d'assainir. Et il y a certains clubs comme Grenoble qui sont en train de disparaître de l'échiquier et de l'hexagone du hockey sur glace. Alors forcément ça pose des problèmes à certains joueurs et croyez-moi ça n'a pas été facile et ça explique la défaite 4-1 de l'équipe de France face à la Suède qui est à l'attaque là ici avec ces jeunes joueurs toujours omniprésents et qui prouvent que le hockey français est en progrès. On ne le répétera jamais assez. Attention à ce contre, les soviétiques vont très vite en contre-attaque, position dehors, jeu, coup de sifflet, on remet en jeu en zone neutre. Vartalnov, il avait déjà joué contre les Français il y a 2 ans, puisque là, depuis 5 ans, depuis même 6 ans bientôt, que M. Larsson entraîne l'équipe de France. Il faut signaler que l'équipe de France n'a disputé qu'une rencontre face à l'équipe du RSS. C'était il y a 2 ans, c'était en direct sur FR3, et les Français avaient perdu, oui, mais 7-3 en faisant un excellent match. Et bien nous, on signerait pour avoir un aussi bon match cet après-midi. On retrouve Pérez avec Christian Pouget, c'est le 5 majeur de l'équipe de France. Denis Pérez derrière son filet, il va jouer avec Richer, voilà c'est fait. Antoine Richer, il a voulu jouer contre la bande, passer moins dangereux. Récupération des soviétiques et avec le numéro 18, le petit ailier qui prend une bonne chance. Le palais dans le slot, comme on dit, dans l'enclave, comme disent les Québécois. Ça ne marche pas. Récupération là-bas de Ouvaïev. Ouvaïev en retrait pour Namechnikov. C'est contré par les Français. Et le jeu qui retourne en zone neutre. On joue première ligne contre c'est le choix des entraîneurs, Shell Larsson d'un côté et Vladimir Koluzganov, le coach de cette équipe soviétique. Denis Pérez, lui, est derrière sa cage, on ne prend pas de risque. Christian Pouget, l'équipe de France a été très bonne hier face à la Tchécoslovaquie avec une bonne première ligne notamment qui a été séduisante comme d'habitude. On ne l'avait pas vu contre la Suède, on vous l'a dit, c'était dans la tête que ça n'allait pas. Et bien dès que la tête est de nouveau sur les épaules et que les joueurs ont l'esprit libre, ça va beaucoup mieux. Rien dit monsieur l'arbitre Christian Frey, il y avait une petite faute légère, mais pour l'instant le match est on ne peut plus correct. C'est souvent le cas avec les joueurs soviétiques qui eux pensent avant tout à jouer, sont très disciplinés. Ce n'est pas tout à fait le cas. On a vu hier un match États-Unis-Finlande où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'incidents. Le match a été très long, plus de 2h30. Ça a été viril et les Finlandais et les Américains n'ont pu se départager un partout, mais finalement ce sont les Finlandais qui seront en finale ce soir face aux Tchécoslovaques. Galchenyuk, là, Galchenyuk qui prend de la vitesse et qui vient buter sur Jean-Marc Dian. Jean-Marc Dian et but même. Jean-Marc Dian qui a laissé passer le palais. On pensait qu'il l'avait bloqué. Ce palais en voit ralenti. Il passe les 2 défenseurs. Jean-Marc Dian, il ne bloque pas le palais. Et tout près des mains de Jean-Marc, eh bien, c'est le centre Galchenyuk qui vient inscrire le premier but soviétique. Erreur défensive des Français. On voit là, on essaie de le retenir. Il y a Woodburn, il y a Michel Leblanc. Et petite erreur de Jean-Marc Dian qui aurait dû repousser ce palais. Jean-Marc Dian, c'est un gardien de classe internationale maintenant. On est certain qu'il va se remettre de ce petit coup malheureux du début de partie. On joue depuis 4 minutes 56 secondes. But attribué à Alexander Galchenyuk, le joueur du Dynamo de Moscou, le club champion de l'Union soviétique. Un but un petit peu bizarre contre le cours du jeu, une petite erreur de défense. On le disait avec Shell Larsson, l'entraîneur suédois de cette équipe de France. Le poste où les joueurs ont le plus progressé, c'est celui des gardiens de but. On a vu hier soir notamment le gardien finlandais et le gardien américain absolument. Et c'est sans doute encore de ce côté-là que les Français doivent faire attention au niveau des petits gestes comme celui que vient de rater Jean-Marc Dian. On ne peut pas lui imputer à 100% ce but, mais c'est vrai, il y a le rebond et derrière, eh bien, ça ne pardonne pas. Les gardiens maintenant, au niveau mondial, attention à cette nouvelle erreur de l'équipe de France, et ce palais qui passe juste au-dessus.
Il faut dire maintenant qu'au niveau mondial, eh bien, les gardiens tuent l'action, c'est-à-dire qu'ils bloquent le Palais, plus qu'ils n'empêchent le Palais d'entrer dans leur but. C'est sans doute quelque chose d'assez nouveau. Et là, pénalité appelée, je crois, à Jean-Philippe Lemoine. Voilà qui ne va pas arranger les choses de l'équipe de France, menée, je vous le rappelle, à 1-0. Le grand numéro 16, champion de France, feu l'équipe de Grenoble. On revoit sa faute. Voilà, c'est là, c'est un petit peu sorti de l'écran, il a sans doute déblayé, la caméra est partie sur le Palais. On va le revoir sans doute là avec voilà, il arrive Jean-Philippe Lemoine et le coup de coude, il est net, il est sans bavure. Les arbitres sont excellents à ce niveau, il faut le souligner. Ça vaut 2 minutes logiques à l'équipe de France et donc pendant 2 minutes, il va y avoir 5 rouges contre 4 bleus. Les 5 rouges, on les retrouve avec Titov et puis Petrov là-bas dans le coin, face à 2 Français, Gvartalnov pour Petrov. Petrov à la lutte avec Pérez dans le coin, Pérez est assez fort, récupération de Titov, qui fait une mauvaise passe et Babin dégage le camp du... Vous le savez, on a le droit, lorsque l'on est en infériorité numérique, de dégager son camp. Ça oblige l'adversaire, les soviétiques en l'occurrence, à faire 60 mètres d'un côté pour récupérer le Palais et 60 mètres de l'autre pour s'organiser. Mais ça, ils le font très bien. C'est une situation de jeu que l'on appelle le power play. Vous y êtes habitué maintenant un petit peu sur notre chaîne spécialiste du hockey sur glace. Le power play, c'est sans doute là aussi que les Français ont le plus progressé. Maintenant, ils n'ont plus peur de jouer à 4 contre 5. Oui, power play en français dans le texte, ça donne jeu de puissance. Lancer soviétique, c'était un lancer de Smirnov, ça revient toujours pas avec cette ligne par Talmov. Il avait été meilleur buteur du championnat du RSS il y a 2 ans. Ça revient pour Petrov là et bonne intervention des Français qui peuvent se dégager et qui vont amener des changements grâce à ce dégagement de Mikhail Babin directement sur la défense soviétique avec Toulikov. Toulikov tranquillement derrière son but. Il attend que ses ailiers prennent de la vitesse et il donne une passe à Maleshnikov, joueur de centre pour Borchevski. C'est le meilleur 5 soviétique qui est sur la glace, logique. Borchevski, on a retrouvé Maleshnikov et les Français qui parviennent encore à sortir ce Palais avec à nouveau les soviétiques en possession de la rondelle. C'est normal, ils contrôlent le jeu, ils sont 5, les Français sont 4. Petit Palais là-bas pour le numéro 18, Borchevski. Et 10 secondes encore de prison pour Jean-Philippe Lemoine et aucune situation vraiment très dangereuse face à l'équipe de France qui défend très bien l'approche de son but à l'image de Michel Leblanc là. Et nouvelle pénalité appelée cette fois contre Maleshnikov, le Igor Maleshnikov, il a fait trébucher un Français, on va peut-être le revoir au ralenti. Tandis qu'en gros plan, on voit Jean-Marc Dian. Les gardiens ont souvent très chaud et donc ils boivent beaucoup. Donc avantage numérique pour l'équipe de France, une situation qui pourrait être intéressante. Igor Maleshnikov, il joue au CSKA Moscou et c'est un garçon qui a déjà 26 ans. On vient de revoir sa faute là sur un Français, il l'a fait trébucher. C'est indiscutable et donc 5 contre 4 pour les Français sur la glace. Almassi, Ville-et-Barin, sans doute la meilleure ligne française au dernier championnat du monde à Ljubljana. Championnat du monde que vous n'avez pas oublié puisque la France avait terminé 3e. La France est 11e nation mondiale de hockey sur glace, c'est bien. Et à Ljubljana, FR3 avait suivi plusieurs matchs de l'équipe de France. Palais passe intercepté. À nouveau, il y aura hors-jeu. Oui, il y aura hors-jeu de Christophe Ville. Le Palais était ressorti de la zone offensive. Ville était resté dans cette zone offensive. On va donc engager tout près de la ligne bleue. La remise en jeu effectuée par Frédéric Barré, situation intéressante. Les Soviétiques, pendant 2 minutes, ont joué en supériorité numérique. Ils n'ont pas mis Jean-Marc Dian en danger. On va voir si les Français, à ce petit jeu, arrivent à se créer quelques bonnes occasions. Il y a de la fantaisie dans le jeu français. Je pense que l'on en verra tout au long de l'après-midi. Il y a parfois du génie, encore beaucoup de naïveté en défense sur des toutes petites erreurs. Mais à ce niveau de la compétition, avec les meilleures équipes du monde, ça coûte forcément très cher. Mais en attaque, on a vu hier des choses. On a vu une deuxième période de l'équipe de France face aux Tchèques fantastique avec 2 buts de Christophe Ville et de Christian Couget, tout à fait dignes des Jeux Olympiques. Et ça, c'est le gros progrès de l'équipe de France. Reste maintenant, en 6 mois encore, à éviter les petites bavures, les petites erreurs qui vous coûtent dans 1 minute 33 buts. Forcément, à ce niveau, ça fait mal. Les Soviétiques qui gardent bien la ligne bleue, les Français qui ont des petits problèmes pour arriver en zone offensive. Ça se vérifie avec ce dégagement interdit. C'est une erreur qu'il faut éviter, surtout en supériorité numérique.
Et en gros plan, vous avez vu passer Mikhail Stalenkov, le gardien du Dynamo de Moscou. Il est champion d'Union soviétique en titre. Un gardien qui a 26 ans et qui pour l'instant n'a pas eu grand chose à faire en 8 minutes et 48 secondes. Le gardien d'Union soviétique qui mène 1-0 face à l'équipe de France. Denis Pérez, Patrick Dunn qui va sans doute laisser ses défenseurs. Voilà, c'est fait. On retrouve Patrick Dunn, combinaison classique pour entrer en zone, mais ça ne marche pas. Récupération des soviétiques avec Skopinchev qui renvoie les Français dans leur camp. Les Français incapables pour l'instant d'arriver dans zone offensive. Un soviétique qui bute derrière le camp français. Ça peut créer une supériorité numérique, mais ça n'est pas le cas. Bruno Saunier pour Sylvain Beauchamp. Beauchamp, très bon joueur individuellement, capable de gagner des 1 contre 1. Benoît Laporte, on retrouve Sylvain Beauchamp derrière le filet. Il va fixer les défenseurs, tandis qu'une pénalité est appelée à Benoît Laporte. C'est un peu sévère là la décision de monsieur Christian Frey, le Suisse. On va revoir ça. Benoît Laporte, c'est le 14. Il est cerné par... ah oui, alors non, là elle est indiscutable. On l'avait pas tout à fait vu comme ça, comme quoi les ralentis, surtout quand ils sont excellents, ça sert, c'est vrai. Il y avait au départ une petite faute d'Andrei Skopinchev, le joueur soviétique, mais derrière, eh bien, Benoît Laporte s'est fait justice tout seul. Et ça, même au hockey sur glace, on n'a pas le droit. Igor Dmitriev à l'écran. Igor Dmitriev, c'est l'entraîneur du Krylija Sovietov, une équipe de Moscou. Et c'est l'adjoint du célèbre Viktor Tikhonov, l'entraîneur de l'équipe d'Union soviétique, l'homme qui sourit quand il se brûle. Parce qu'il a une réputation de ne pas être très tendre avec ses joueurs. Et Dmitriev, il est content pour l'instant, son équipe mène. Et en plus, elle joue à 5 contre 4. La pénalité à Maleshnikov étant terminée. Les Français à 4 contre 5 avec Bruno Margerie qui tranquillement dégage son camp. A le sentiment que les deux équipes ne sont pas encore tout à fait rentrées dans ce match. On s'observe, on joue sereinement, c'est-à-dire qu'on joue d'abord sur sa défense. C'est normal, c'est logique à ce niveau-là. On sait que c'est par là que commence l'attaque, en défendant très bien, en ne prenant pas de but, en n'étant pas dominé tout de suite. Et donc il n'y a pas de folie dans ce match. Avec les Soviétiques, de toute façon, il n'y a pas de danger que l'on s'affole. Les Soviétiques jouent calmement, sereinement, avec un bon palais de contre là pour Michel Leblanc. C'est un défenseur plus qu'un attaquant, ça va lui poser un petit problème, même si maintenant en France, comme partout ailleurs, les défenseurs savent aussi très bien attaquer, mais il a peut-être pas la vitesse pour déborder. Oui, Michel Leblanc, techniquement il est très adroit et il est capable de gagner un contre 1. Et en fait, ce début de match est un petit peu mou si on veut, mais ça peut s'expliquer par le fait que les Français disputent aujourd'hui leur 5e match en 7 jours. Ils ont joué 2 matchs amicaux et 2 matchs dans ce palais d'or de Méribel. Bonne occasion en soviétique, ça revient pour Tourikov, Maleshnikov là-bas dans le coin. On retrouve de l'autre côté avec Vartalmov pour le numéro 19, Volkov, un joueur drafté par Buffalo. Vartalmov, bon buteur, ça revient pour Volkov et bon arrêt de Jean-Marc Dian. Le filet a bougé, on va donc engager en zone neutre sans doute. On voit là l'action de l'attaquant soviétique. Premier arrêt avec la crosse de Jean-Marc Dian et qui ramasse une deuxième fois en balayant avec sa mitaine, avec sa main gauche, ce palais qui prenait la direction de sa cage. C'était pas facile à faire, il était en déséquilibre. Voilà le bel arrêt de Jean-Marc Dian sur cette action de Igor Maleshnikov. Excellent arrêt. Encore 23 secondes à la pénalité de Benoît Laporte. Maleshnikov qui avait trouvé son ailier là-bas. Ça revient pour Volkov maintenant. Ouvaïev, il y a maintenant là-bas dans le coin Borchevski, Ouvaïev. Non, c'est Ouvaïev et Maleshnikov était prêt à reprendre ce palais. Ah oui, dès que vous relâchez le palais, hein, à ce niveau-là, ça pardonne pas rien. C'est difficile parce qu'il y a toujours du monde devant et les attaquants sont toujours à l'affût, alors que Benoît Laporte sort de prison à l'instant même. Mais coup de sifflet du juge de ligue Frédéric Barré, puisque qu'il a encaissé 5 buts, ça ne veut absolument pas dire qu'il a encaissé 29 tirs depuis le début du match. Mais enfin, il transpire, vous l'avez remarqué, parce qu'il est quand même beaucoup plus sollicité que son vis-à-vis, Mikhail Stalenkov. Les Français ont un peu de mal à s'organiser en attaque, mais ça va venir. Peut-être là, avec cette action de Sylvain Beauchamp, toujours royal, on a l'impression qu'il vole au-dessus de la glace parfois. Une technique individuelle de vitesse et une vitesse assez exceptionnelle, Sylvain Beauchamp.
Galchenyuk qui en zone neutre, l'auteur du premier but qui laisse en retrait bon contre français. Petite crosse au-dessus des épaules, l'arbitre laisse jouer. Le défenseur soviétique en possession du palais. Le défenseur soviétique toujours très mobile, très adroit dans la relance. Bonne occasion, là c'était une occasion de Karpotchev. Les Français qui tentent un peu de remettre d'ordre dans la maison avec Pascal Margerie. Pascal Margerie, Michel Leblanc. On essaie de prendre un joueur qui est de la vitesse, Margerie. Margerie, il y a hors-jeu. Et hors-jeu. Pourtant, Michael Babin a tout fait pour conserver son patin sur la ligne bleue que vous voyez sur la glace. Mais ça glisse la glace, c'est logique. Forcément, parfois, ça n'est pas facile de faire une figure artistique. Voilà, on revoit au ralenti cette action. Voilà, vous voyez le patin du joueur bleu numéro 11, il est dedans, le joueur rentre, c'est ça un hors-jeu, tout simplement. Il y a le porteur du palais qui doit pénétrer en premier dans la zone offensive. C'est comme au football avec la ligne en plus. Exactement. Les soviétiques avec Kudashov. Kudashov qui déborde, il est contré une première fois en récupération de Stéphane Botteri. Botteri, ouais, un petit coucou pour Botteri. Pour lui c'est la reprise, il a eu une grave blessure l'an dernier. Bon dribble d'Arnaud Briand, Arnaud Briand qui a voulu laisser un retrait, mais il n'a pas été compris par Michael Babin. À nouveau les soviétiques avec Potetchuk. Potetchuk et puis maintenant le défenseur, celui de mise en échec. Et c'est bon signe quand les mises en échec arrivent. Ça signifie que l'on a décidé un peu de jouer un ton au-dessus du côté de l'équipe de France. On salue, vous avez raison, le retour de Stéphane Botteri, le Rouennais. Il a été un an sans jouer, 2 vilaines blessures consécutives au talon d'Achille, 2 opérations. Il est quasiment revenu à son meilleur niveau. Il sera là, c'est sûr, son papa nous l'a dit. Il sera au top niveau pour les Jeux Olympiques. Attention à ce superbe but, remarquable action et conclusion non moins remarquable d'Andrei Skopintsev, le défenseur de la 3e ligne soviétique. C'est simple, c'est efficace entre les jambes du gardien. Rien à dire, on avait oublié le défenseur. Les soviétiques, après 13 minutes et 34 secondes dans ce match, mènent 2-0. À 13 minutes 34 secondes, but pour l'Union soviétique marqué par le numéro 10, Andrei Skopintsev, assisté du numéro 12. Oui, et superbe travail du centre Kudashov qui a temporisé, qui a endormi tout le monde et qui a donné un palais de but. Attention aux soviétiques, ils sont encore dangereux. Il faudrait que les Français mettent un petit peu le réveil, comme on dit, parce que il faut jouer à son meilleur niveau face à des équipes comme les soviétiques, face à une équipe comme celle d'Union soviétique. Et ce garçon, Andrei Skopintsev, qui joue au Krylia Sovetov, eh bien, il a tout juste 20 ans. Il y en a 2-3 dans cette équipe d'Union soviétique et ils sont pas mal. Philippe Bozon, un garçon qui peut réveiller l'équipe de France. Philippe Bozon qui prend la vitesse en retrait pour Puget. Les deux joueurs jouent ensemble à jouer à Grenoble. Ils vont jouer à Chamonix la saison prochaine. En retrait encore pour Bruno Saunier. Mais Bruno Saunier a été un petit peu là. Attention, 2 contre 1. Il faut revenir Philippe Bozon là-bas pour marquer le deuxième joueur soviétique. Voilà qui est bien fait. Excellent repli défensif de Philippe Bozon. Et la France qui peut écarter le danger grâce à Denis Pérez. Pérez avec Christian Pouget, fin de corps. Il a juste sur sa droite son capitaine Antoine Richer, mais l'équipe, cette première ligne était depuis plus d'1 minute sur la glace et forcément, eh bien, ça laisse des traces. On change, on fait rentrer la 2e ligne, celle qui est capable, elle, vraiment de réveiller cette équipe de France, car il y a du talent dans cette ligne. Ville, Almassi et sur l'autre côté, eh bien, c'est la révélation du Mondial B pour tous les journalistes et tous les observateurs. C'est bien sûr Stéphane Barin. Woodburn pour Ville, bonne sortie de zone des Français, Christophe Ville, un retrait pour Barin, voilà une bonne combinaison française. Barin il recherchait Ville, passe un petit peu ambitieuse, Christophe Ville toujours, Ville qui donne un retrait pour Michel Leblanc qui prend pas de risque, qui renvoie derrière filé pour Almassi qui a voulu redonner au premier poteau, mais Malachnikov avait déjà vu le film, il avait anticipé. Steven Woodburn récupère ce palais, il a à sa gauche Peter Almassia, la passe est un petit peu longue, ça ne pardonne pas, et récupération immédiate de Vyacheslav Uvaev, l'un des très bons défenseurs de cette équipe d'Union soviétique. Attention avec cette première ligne, Mashlenikov, Volkov et Borjevski, avec cette première ligne qui est très forte, très puissante. Bon pressing défensif des Français là qui récupère le palais, pas pour longtemps, ça repart avec Volkov où Botteri avait trébuché, et Volkov qui peut déborder, passer en retrait qui est maîtrisé par Woodburn et puis par Pat Dunn. Bon palais de contre là peut-être pour les Français avec Sylvain Beauchamp qui trébuche, dommage.
Les soviétiques à nouveau à l'action, à l'avant. À l'action et à l'avant, et une action en avant un peu dangereuse pour Jean-Marc Jean, obligé de se coucher sur ce palais, sans trop de danger tout de même, mais c'est vrai qu'en hockey sur glace, il faut être concentré 100% des 20 minutes effectives que dure un tiers-temps, et ça n'est pas facile face à une équipe soviétique qui n'a pas de génie. Ça n'est pas génial, mais c'est efficace. L'équipe d'Union soviétique mène 2-0 face à une équipe de France qui mène à la fenêtre, comme l'on dit, et deux joueurs qui vont aller en prison. Il va y avoir Karpotchev et Jean-Philippe Lemoine, je pense, qui vont aller s'asseoir sur le banc des pénalités. Ils vont sans doute échanger quelques petits coups en se neutralisant sur la mise au jeu. Ça va faire du ménage et un peu moins de monde sur la glace. On va jouer à 4 contre 4. À 16 minutes 7 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 2 de l'Union soviétique pour charge incorrecte. Un tournoi de Méribel que l'on appelle premier palais d'or, qui est très intéressant car cela nous permet de voir quand même les meilleures équipes du monde, même si beaucoup préparent la Canada Cup, c'est-à-dire que l'on n'a pas forcément les équipes que l'on retrouvera à Albertville. Mais enfin, il y a quelques joueurs, là on peut penser qu'il y a une moitié de cette équipe soviétique qui sera ici au mois de février. Et la surprise, c'est peut-être justement de voir les soviétiques un peu en difficulté face à des équipes comme les États-Unis qui ont réussi un bon match. Il est vrai que les soviétiques se sont laissés aller lors de l'ouverture jeudi dernier, puisqu'ils menaient 4-1 face aux Américains avant de s'incliner 5-4. On a vu une bonne équipe de Suède, les Suédois sont champions du monde, il y en avait tout de même 5 qui étaient dans l'équipe qui dispute ce tournoi de Méribel. On a vu des choses intéressantes, les Finlandais qui sont en finale face aux Tchèques, et je crois que les Finlandais, eh bien, il faudra compter avec eux car ils sont hyper solides, notamment en défense et au niveau des gardiens de but. Changement volant français difficile, ça repart avec Galchenyuk. Galchenyuk qui tire et bon arrêt de Jean-Marc Jean. Jean-Marc Jean qui n'arrête pas le jeu. Dégagement de Denis Pérez. Les Français qui ont du mal à trouver le rythme dans cette partie. Les Français qui jouent en tous les cas beaucoup moins bien qu'hier face à la Tchécoslovaquie. C'est dommage pour le spectacle, dommage pour la télévision et puis dommage pour vous qui êtes assis, qui aimez le hockey. Ça va venir, pas de problème. On revoit ce tir du numéro 15 soviétique et cet arrêt de Jean-Marc Jean. Le tir était signé Alexander Galchenyuk. Le plan de la Luma, c'est-à-dire une caméra qui est fixée au centre de la piste, mais au plafond. Woodburn derrière sa cage d'une équipe de France toujours menée 2-0 qui essaye de s'organiser. Attention à cette erreur défensive là de Steven Woodburn. Et Jean-Marc Jean bien concentré, vigilant sur cette action qui évite le pire. Il y aura un bon service à Steven Woodburn qui aurait été responsable sur s'il y avait eu but. Les soviétiques avec Zolotov et Kulashov là-bas. Malishkin qui a lancé sans problème pour Jean-Marc Jean. Récupération Michel Leblanc. Oh, Michel Leblanc, il a cherché la longue passe. Mais bonne anticipation de Skopinchev. La quatrième ligne française sur la glace avec Arnaud Briand, Pascal Marguerite. Il laisse dans le match USA-Finlande qui a été on ne peut plus viril, et donc une remise en jeu effectuée par Frédéric Barré à la demande de son arbitre, monsieur Christian Frey. Eh oui, il fallait, on le voyait toujours, alors on le cherchait, on s'est un peu bousculé. Et le capitaine Antoine Richer qui parle à ses hommes. Bruno Saunier pour en retrait pour Philippe Bozan pour Denis Pérez. Mauvaise transmission de Palais côté français. Longue passe pour Pouget qui a pris le Palais avant la ligne rouge, qui déborde, qui arrive, qui donne un retrait pour Bozan. C'est bien joué, lancé de Bozan, bonne action des deux Français là, Bozan et Pouget. On retrouve les Soviétiques et pénalité pour joueur soviétique pour avoir retenu Philippe Bozan. C'est le numéro 21 de cette équipe, Oleg Petrov. Oleg Petrov, il joue au CSK à Moscou. Et c'est encore un jeune garçon, il a tout juste 21 ans. C'est la deuxième fois dans ce tournoi qu'il va en prison. Il faudrait que les Français reviennent là dans le match pour donner un petit peu d'impulsion à cette partie qu'on suit sur FR3.
Écoutez, on est habitué à voir l'équipe de France depuis le début de ce tournoi de Méribel, quelque peu raté son premier tiers-temps. Ça n'est jamais ça. Contre les Suédois, 0-0, mais bon, ça n'avait pas été le meilleur tir de l'équipe de France. Face à l'équipe de Tchécoslovaquie, les Français ont pris 3 buts en 1 minute 30 quand même. En général, je vous le dis, le deuxième, c'est le plus succulent de l'équipe de France. J'espère que ça va se répéter dans ce match-là. On verra ça dans quelques 15 minutes, un petit peu plus, puisqu'il reste quand même encore 1 minute 30 dans ce premier tiers d'une équipe de France. C'est vrai, toujours mené 2-0 là, mais qui commence à mieux jouer et pose quelques problèmes aux Soviétiques, surtout qu'ils vont jouer à 5 contre 4. Voilà l'occasion rêvée pour revenir à 2-1. Philippe Bozon. Voilà, on fixe la défense soviétique. C'est le jeu de puissance. Pouget derrière le filet qui donne là-bas pour Bruno Saunier dans l'axe pour Botteri. Botteri qui retrouvait Pouget. Richer derrière le but. Richer, il ne faut pas perdre ce palais. Récupération de Christian Pouget. Pouget profite du bloc de Bozon là pour conserver le palais. Bonne passe pour Bruno Saunier. Il a un bon lancer. Et bon geste défensif du Soviétique. Mais le Soviétique qui va rester au sol parce que ça fait mal. Oui, c'est Eugénie. Eugénie, il a un beau prénom lui. Nameshnikov, lui aussi du CSK à Moscou. Et là, forcément, il a pris des risques en se couchant devant ce palais. Mais il n'avait pas d'autre solution car le lancer était remarquable. On revoit, ah oui, il l'a pris juste dans le bas-ventre et ça doit faire très mal. Et voilà, sur ce genre d'action, c'est exactement ce que demande Kjell Larsson à ses joueurs. Lorsque le joueur arrive vers vous, qu'il commence à faire son geste défensif, c'est-à-dire à se coucher devant le lancer, le joueur doit, Kjell Larsson ne pense en tout cas, doit avoir la lucidité de faire une fin de lancer pour éviter. Après, l'horizon s'ouvre, le but s'ouvre et c'est la délivrance peut-être. Le but en tous les cas, Bruno Saunier, il a lancé, il a blessé le joueur, mais c'est difficile. On revoit cette action au ralenti. Et le Soviétique qui est touché sans doute au niveau du genou. Ou peut-être au niveau du bas-ventre. Eugénie Nameshnikov qui va récupérer sur le banc de l'équipe d'Union soviétique. On joue toujours pendant encore 1 minute 12 à 5 contre 4. Une équipe de France qui voudrait bien quand même revenir au score. Jean-Philippe Lemoine. On va chercher quelqu'un en vitesse, voilà, Christophe Ville, c'est l'organisateur de ce 5 habituellement, avec à ses côtés Peter Almassi, Stéphane Barin qui vient, palais perdu, on va peut-être le récupérer avec Stéphane Botteri, voilà, il faut éviter que le palais sorte de cette zone, sinon tout le monde est obligé de ressortir. En retrait, le lancer de Jean-Philippe Lemoine, on n'était pas en position idéale, alors on cherche, on continue à chercher comme un petit ordinateur, là Peter Almassi qui fait travailler et le gardien et les défenseurs, ah oui, il cherchait en retrait, mais excellente défense des joueurs soviétiques qui sont très bons derrière. Plus que 12 secondes, 10 secondes maintenant cette période et on va sans doute se quitter avec ce score de 2-0 pour l'équipe du RSS. Longue passe de Jean-Philippe Lemoine, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et Thierry, c'est fini. Voilà, 2-0 pour l'équipe d'Union soviétique, un premier tiers-temps de qualité, en tout cas tactiquement bien joué par les soviétiques. L'équipe de Rouen qui avait été battue en finale. Bordeaux a aussi connu des soucis financiers. Résultat, eh bien, la Ligue nationale de la saison passée a failli disparaître. Heureusement, on s'est réunis, tout le monde s'est vu, la Fédération française des sports de glace, une délégation des joueurs, les présidents de Ligue nationale, de première division. A noter que les présidents de première division ont fait de gros efforts pour que finalement on ait un championnat qui ressemble à quelque chose. On peut vous l'affirmer, on peut vous le dire aujourd'hui sur FR3, on peut vous le livrer puisqu'on le sait seulement depuis hier soir au terme de 3 jours de réunion. Eh bien, il y aura un grand championnat, une ligue nationale avec un premier tour avec 8 clubs. Ces 8 clubs seront Rouen, l'équipe d'Amiens, l'équipe de Reims et l'équipe de Chamonix, bien sûr. Chamonix qui rejoint cette équipe. Une équipe de Chamonix qui aura à ses côtés l'équipe de Viry et l'équipe d'Épinal, plus Oucan ou Clermont-Ferrand, c'est-à-dire que l'on va jouer à 8. Oui, on a oublié Briançon, donc un championnat à 8. C'est bien et ça peut-être ça va préserver l'avenir du hockey français. On retrouve le match avec Jean-Marc. On peut peut-être juste expliquer, Laurent, le championnat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous regardent. Il y aura donc une première phase à 8 en match aller et retour, soit 14 matchs. Et ensuite, les 6 meilleurs disputeront en double aller-retour les playoffs, au terme desquels le champion de France 1992 sera désigné entre les Jeux Olympiques ici à Méribel et ensuite au mois de mai les championnats du monde Groupe A qui auront lieu à Prague pour l'équipe de France en Tchécoslovaquie. Puis dans cette deuxième période avec Christian Pouget là-bas derrière le filet directement sur Philippe Bozon. Les Français toujours à 5 contre 4 sur la glace. Pouget
dans le coin directement et il a cherché Stéphane Botteri, ça n'a pas marché. Retour à la case départ, on revient près du filet de Jean-Marc Dian. On voit la petite incrustation avec 5 joueurs bleus, ce sont les Français. 4 joueurs rouges seulement, ce sont les Soviétiques. Donc avantage numérique sur la glace pour les Français. Cette fois on se retrouve à 5 contre 5. Vous voyez, on a effacé la croix. C'est facile hein, avec les incrustations. On n'a même plus besoin de vous expliquer, tout est sur l'écran. Bonne occasion pour l'équipe de France. On a cherché le plus difficile, la passe pour Christian Pouget. Attention au contre des Soviétiques. Jean-Philippe Lemoine, bonne défense avec Stéphane Botteri. Botteri relance intercepté, ça repart pour les Soviétiques. Bonne action et bon geste défensif là de Lemoine. Tourikov, lancé de Tourikov, ça passe au-dessus du filet. Ça revient de nouveau pour Stéphane Botteri. Les Français qui ont beaucoup de problèmes pour sortir ce palais, c'est pas normal ça. Antoine Richer, long palais pour Almassi. Almassi, il a formule déjà, il a mis un petit peu de temps avant de démarrer. Attention à ce changement volant encore raté de l'équipe de France, ça lui arrive souvent. Heureusement, bon arrêt de Jean-Marc Dian. Ça, c'est un gros problème français. Les changements volants, vous savez qu'on n'a pas besoin d'arrêter le jeu pour faire rentrer des joueurs et on a tendance quelquefois un petit peu à se rater sur ce coup-là. Ça donne des occasions comme celle-ci. Voilà, superbe ralenti proposé par Régis Fourissier et Jacques Ordinès, les deux réalisateurs de cette partie. Le lancer était signé Galchenyuk, l'auteur du premier but soviétique en première période. Voilà, retour au direct au match avec cette remise en jeu une nouvelle fois gagnée par les Soviétiques, mais bonne interception là de Stéphane Barin qui avait essayé de relancer avec Peter Almassi. Fallait de nouveau dans les crosses soviétiques et attention, l'équipe du RSS est revenue avec de nouvelles intentions dans ce début de second tiers, histoire peut-être de mettre les Français KO. On ne l'espère pas. Les Soviétiques avec Yuskevich et puis Bartalmov là-bas en retrait pour Chargodowski. Chargodowski qui va donner pour un joueur avec de la vitesse. Voilà, c'est fait directement sur le numéro 7 en retrait. Bonne occasion soviétique. Les Français qui battent un petit peu Denis Pérez. Denis Pérez à la lutte avec Bartalmov. Benoît Laporte. Stéphane Barin. Bruno Saunier qui passe la ligne bleue pour éviter le hors-jeu de passe. Interception des Soviétiques et des Soviétiques qui partent avec un 2 contre 1. Lancé qui est dévié par Denis Pérez. Excellent geste défensif de Denis Pérez qui évite le pire à l'équipe de France. Et geste sympathique de Jean-Marc Dian qui tapote avec sa crosse le casque de Denis Pérez qui s'était retrouvé au fond des filets. On va voir pourquoi. Regardez, c'est lui qui recule. Explication au ralenti avec la caméra placée juste derrière. Il avait été un petit peu gourmand là, l'attaquant soviétique. Il avait cherché la lucarne droite de Jean-Marc Dian. Pas évident. Remise en jeu gagnée par les Français. Steven Woodburn derrière sa cage. On met le palais dans une crosse de quelqu'un qui est lancé. Steven Woodburn va chercher sur son côté gauche Sylvain Beauchamp, trouve finalement pas de donne, mais Sylvain Beauchamp était déjà parti, d'où cette position de hors-jeu. Lui c'est le gardien soviétique et il passe une après-midi tranquille pour la bonne simple raison. Pour l'instant, il n'y a pas eu un seul tir français sur la cage soviétique, ça c'est très rare. Hein. Ça c'est rare en hockey sur glace. Sentiment un peu que l'équipe de France, Laurent, a du mal à s'adapter à ce jeu soviétique. Ça lui convient pas forcément. 5 matchs en une semaine, c'est la 5e partie des Français. Ça compte un petit peu dans les jambes et les Français, ils ont du mal à l'allumage, comme on dit. Les Soviétiques avec la 3e ligne d'attaque. Zolotov pour... bonne occasion et but de Kudashov qui a pris le retour, comme on dit. On a laissé le soviétique libre et Kudashov qui vient marquer de près alors que Jean-Marc Dian était couché près de son filet. On va vérifier quand même parce que l'arbitre était bien placé, hein, Monsieur Frey était bien placé. On le revoit avec l'action de Potetchuk, il vient buter sur Jean-Marc Dian, Jean-Marc Dian fait un premier arrêt et là à droite de votre écran, il y a le centre Kudashov, Alexis Kudashov qui vient prendre le retour. Sous un autre angle, c'est encore mieux. Voilà, c'est indiscutable avec cette caméra, on voit bien que le palais vient frapper le poteau droit de Jean-Marc Dian et après ressort sous la transversale.
3-0, 2 minutes 50 de jeu dans cette deuxième période. C'est difficile pour l'équipe de France, mais c'est comme pour nous. Elle est en rodage, une sorte d'apprentissage grandeur nature, se familiariser avec cette glace de Méribel, et puis bien aussi se familiariser avec le top mondial, parce que même si ça n'est pas la meilleure équipe d'Union soviétique, croyez-moi, c'est déjà des joueurs habitués au top niveau. La preuve, vous l'avez dit Laurent tout à l'heure, 8 de ceux qui portent le maillot rouge joueront l'année prochaine dans le meilleur championnat du monde, le championnat nord-américain, celui célèbre de la NHL. Les Soviétiques qui gênent les Français pour la bonne et simple raison qu'ils vont sans arrêt chercher les Français. But de Gvartalnov là, erreur individuelle de Lemoine. On n'a pas le droit côté français face à un tel adversaire de faire des erreurs individuelles comme celle-ci. Erreur de Jean-Philippe Lemoine et Gvartalnov qui vient subtiliser le palais à Lemoine, on le voit, voilà, derrière le filet, voilà, il prend le palais. Gvartalnov, il fait le tour du filet et il vient battre Jean-Marc Dian. Jean-Marc Dian qui était un petit peu déconcentré tout simplement parce que c'était son défenseur qui avait le palais. Regardez la position de Jean-Marc Dian, regardez Lemoine, il perd le palais, le tour du filet. Gvartalnov est un buteur, il l'a prouvé en Union soviétique et il marque. L'URSS mène 4-0, ça commence à sentir le roussi. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment l'équipe de France va réagir, comment elle va encaisser moralement ces 2 buts là en moins de 4 minutes. Savoir aussi comment elle va se remettre dans le droit chemin face à une équipe sans imagination mais qui ne fera pas de cadeau. Les Soviétiques, c'est solide et dès qu'on peut, on se met en position de shoot. La bonne arrêt de Jean-Marc Dian. Les Soviétiques, qu'ils jouent pour un titre ou pour la 6e place, ils jouent toujours de la même façon, sobrement, efficacement et pour gagner. Pas de cadeau, lui il est très bon, c'est Vyacheslav Uvaev, l'arrière droit de cette première ligne, il est vraiment très fort. Dégagement refusé à l'équipe soviétique, c'est-à-dire qu'on a envoyé le palais, un soviétique dans son camp a envoyé le palais directement derrière la ligne de but française et donc on vient engager en zone de défense de l'équipe soviétique, ça s'appelle dans le hockey un dégagement interdit. Voilà, l'arrêt de Jean-Marc Dian, arrêt difficile, il avait laissé un petit retour, mais finalement, on a pu se dégager avec Bruno Saunier, le numéro 22. Voilà, c'était la même chose. Vu de dos, les Français en attaque, tout de suite contrés par toujours ce même joueur, Vartlanov, qui est vraiment un très bon ailier. Il va vite, il est petit, il est vif. Et il pose de gros problèmes à la défense française, un peu à la peine, un peu à la pêche. On peut peut-être rappeler qu'il y a un joueur soviétique qui évolue dans le championnat de France, alors qu'on a revu le bon arrêt de Jean-Marc Dian là. C'est Vladimir Zubkov, il a été champion du monde et champion olympique, le joueur du CSKA Moscou qui jouait à Amiens et qui jouera cette année avec le néo-promu, l'équipe de Chamonix. Almassi, voilà les joueurs français qui ont des gros problèmes de relance, tout simplement parce que les Soviétiques leur mettent un peu la pression lorsque les tricolores sont dans leur zone de défense. Sur Almassi qui vient faire le pressing, là on prend les Soviétiques à leur propre jeu, bonne occasion avec Stéphane Barin derrière la cage. Barin qui laisse le palais pour Christophe Ville, c'est la ligne imaginative de l'équipe de France, celle qui sait créer des choses assez invraisemblables, qui marque de superbes buts, mais ça ne marche pas à tous les coups. La preuve, et attention, là il va falloir revenir très vite car les Soviétiques eux ne se posent pas de questions. On joue en passe très court et toujours ce diable de Gvartalnov qui traîne devant la cage. Un peu de fébrilité du côté de Jean-Marc Dian, les Soviétiques toujours en possession du palais. Ça, ok, c'est un signe. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour un slashing, cinglage en français. Alors, il va envoyer notre copain Oleg Jargodolovski. Allez, là non, lui, alors qui est vraiment pas facile à prononcer. Eh bien, pendant 2 minutes, on n'aura pas à le prononcer puisqu'il va en prison. Les explications, voilà, il est soviétique, il a le numéro 22. 5 minutes 18 secondes de jeu, l'équipe de France est menée 4-0 face à la URSS, mais elle joue en supériorité numérique à 5 contre 4, 5 bleus contre 4 rouges, puisqu'il y en a un qui est rayé, qui est en prison. L'occasion est belle, l'occasion est rêvée d'ouvrir le score, mais il faudrait peut-être jouer un petit peu plus collectivement. Botteri en retrait, mauvaise passe, ça revient pour Sylvain Beauchamp. Stéphane Botteri avec Benoît Laporte lancé, mais alors ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas entre les joueurs français. On cherche complètement. On a vu Stéphane Botteri qui a raté sa passe très courte pour Benoît Laporte, et là c'est le moine pour Sylvain Beauchamp. On a du mal
et on n'arrive pas à s'organiser, à se mettre en position idéale. Jean-Marc Jean, attention, prudence, car sur ces coups-là, on ne sait jamais. Et le pressing très très haut des Soviétiques, qui viennent chercher les Français, même en supériorité numérique, qui viennent les chercher dans leur propre camp. Michael Babin, joueur de 20 ans, il joue à Rouen, qui rentre en zone offensive, il va amener le palais, il va essayer de fixer la défense soviétique, ça ne marche pas. Retour chez les tricolores, directement sur Jean-Marc Dion. Denis Pérez derrière sa cage, mais il n'arrive pas à se sortir de ce marquage individuel là des Soviétiques. Et en l'occurrence, c'était German Titov. Denis Pérez. Pérez avec Pascal Marguerite qui rentre en zone offensive. On a du mal à croire que les Français sont un de plus sur la glace. Voilà, le jeu de puissance français est installé. Marguerite qui va chercher la solution. Il faut bouger. Arnaud Briand fait un écran devant le but. Il y a Marguerite derrière le filet. Marguerite pour Babin. Peut-être une passe pour Saunier. Voilà, c'est fait. Bruno Saunier. Il va peut-être relancer ou redonner pour un autre Français. Derrière le but pour Marguerite. Marguerite qui laisse passer le palais finalement. Stalenkov qui peut geler le palais, c'est-à-dire poser son gant sur le palais. Voilà, vous avez vu, il reste 4 secondes encore de pénalité, alors que du côté soviétique, on fait un petit peu de couture. Leçon de couture. Petit coup de crosse et... Souvenir de Méribel avant les Jeux Olympiques. Et là, on revoit l'un des tout premiers gestes techniques du gardien Mika Stalenkov, le gardien champion d'Union soviétique avec le Dynamo de Moscou. Depuis que le CSKA Moscou a perdu ses vedettes, parti bien sûr dans le meilleur championnat, et notamment américain. La fameuse KLM, Krutov, Makalov et Larionov, qui connaissent d'ailleurs des fortunes diverses dans le circuit professionnel américain. On joue à 5 contre 5, fin de pénalité, les Français n'ont pas su en profiter. Maleshnikov qui fait le tour du filet, qui a voulu chercher Borchevski, là-bas ça n'a pas marché. Tourikov qui est contré par Philippe Bozan, mais bonne couverture là du Doubaïev. Alors un mot sur la glace, elle n'est pas encore tout à fait comme les joueurs le souhaitent. On a longuement discuté avec les joueurs de l'équipe de France et la glace c'est pas encore tout à fait ça, mais ça devrait s'arranger sans problème pour les JO dans 6 mois. Vous voyez, Maleshnikov. C'est la première ligne soviétique, le 5 majeur. Ah, une petite erreur, là, une petite demande de déconcentration et une bien belle occasion pour Christian Pouget, instantané. Shoot à droite des buts du gardien Stalenkov, c'était bien vu. Les Français là avec leur première ligne, là Antoine Richer le capitaine, un bon shoot au-dessus des buts soviétiques, mais ça commence à venir. Là voilà, les Français sont un peu décomplexés, attention de ne pas se désorganiser derrière. Borchevski en entrée pour Tourikov. Tourikov redonne avec Borchevski et puis maintenant Maleshnikov à la lutte avec Lemoine, récupération Borchevski, ou plutôt Volkov qui va tout seul en individuel. Attention à ces palettes qui traînent devant la cage de Jean-Marc Jean. Une crosse cassée qui traîne aussi. Voilà, il faut se dégager parce que là ça commence à sentir le roussi. Dégagement interdit, on va revenir en zone de défense de l'équipe de France menée 4-0. Alors on voit un petit peu ce cafouillage devant la cage de Jean-Marc Jean. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup trop sans doute pour le gardien d'ailleurs. Ah, c'était la Chine au niveau de la densité là. Hein. C'était pas beaucoup d'espace. Remise en jeu avec la deuxième ligne française, Ville, Almassi, Barin, Botteri, Lemoine en défense. Et une équipe de France là qui n'arrive pas à attraper ce palais car les Soviétiques jouent bien collectivement et défendent surtout très bien. Attention, Christophe Ville, il a été à la limite de la pénalité, à la limite de la prison. À 4-0, je pense que M. Frey est un petit peu plus cool comme l'on dit. Lui il est bon le 17 là, le numéro 17 soviétique, il est super. Excellent joueur, voilà, il casse un peu le rythme et il donne un palais pour son défenseur, en l'occurrence Charles Gorotsky. Voilà, bonne sortie de zone de l'équipe de France avec Christophe Ville, il cherche Stéphane Barin, mais il y a 2 lignes et donc on va revenir en zone neutre. Il y avait de l'idée, ça commence à venir dans cette équipe de France qui s'est complètement décomplexée, alors je ne sais pas. Peut-être que c'est le fait de jouer les soviétiques. C'est vrai que quand même ce maillot marqué des 3C et du P reste un monstre en hockey sur glace tant les soviétiques ont dominé le monde à une époque et ont dominé ces 20 dernières années. Je ne passe à la ligne bleue.
Benoît Laporte face à Kudashov. Les deux troisième lignes face à face. Bruno Saunier, défenseur formé à Gap et qui joue pour l'autre club des Hautes-Alpes, Briançon. Mauvaise sortie de zone des Français, Benoît Laporte. En retrait, on va essayer de se réorganiser. On a du mal côté français, on a du mal. Bruno Saunier qui prend de la vitesse, il va chercher un partenaire à lancer, Sylvain Beauchamp. Beauchamp qui arrive, mais il y a un mur rouge. Et on est obligé d'envoyer le palais au fond, de forcer le jeu comme disent les Canadiens. Récupération avec Patrick Dunn, le néo-briançonnais, avec un palais finalement une nouvelle fois dégagé. Et ça suffit, juste un petit geste défensif des Soviétiques pour embêter cette équipe de France là, avec une longue passe pour Pat Dunn qui ne jouera pas le break, mais il y avait de l'idée dans cette belle passe de Denis Pérez, un palais qui va finalement sortir sans doute de cet amas de patins. Regardez, là il y a du monde, l'arbitre laisse vivre le jeu. Ah oui, avec une bonne occasion pour Sylvain Beauchamp sur leur verre. Bon arrêt, le premier bon arrêt là de Mika Shtalenkov. Voilà, bonne pression des tricolores et ça repart pour les Soviétiques avec Potetchuk, mais Saunier. Voilà, les Français qui ont la main mise. Ah, oui, il n'avait pas vu que Arnaud Briand était tout seul, dommage, parce que les Soviétiques avaient un peu raté aussi leur changement volant. Arnaud Briand. Bon joueur dans les bandes, solide. Eh ben, il est tombé sur plus solide que lui, hein. Il y a d'expérience du côté des défenseurs soviétiques. Ils sont petits, ils sont vifs, ils sont bons techniquement. Les Soviétiques, ils le prouvent là. Il a défendu là Steven Woodburn, mais la relance est moins bonne. C'est là qu'il faut s'appliquer, mais vous avez vu, hein, vous n'avez pas beaucoup de temps. Dès que vous faites un geste technique avec les patins, après le temps de relancer, c'est pas facile. Vous avez tout de suite une crosse soviétique dans la vôtre. Bien joué là, brillant pour Pascal Marguerite. C'est Michael Babin, pardon. Petrov qui arrive à un contre avec Woodburn, qui déborde Woodburn, et bon arrêt de Jean-Marc Dian. Philippe Boson avec Woodburn qui redonne pour Boson. Philippe Boson, bon patineur, il le prouve. Il a Richer tout seul à sa gauche, voilà. Donne pour Richer, ça va donner pour Pouget dans l'axe. Voilà, Pouget qui a voulu lancer, il lance son tiré contré, combinaison travail à l'entraînement bien entendu. Bonne occasion à nouveau pour Michel Leblanc. Récupération de Vartalnov avec Smirnov là-bas. Smirnov qui est contré par Boson, et les Français qui perturbent un petit peu la sortie de zone des Soviétiques. Bonne anticipation de Pérez. Boson, il y a Pouget. Et oh, c'était bien joué, bonne remise de Pouget, mais Boson était déjà parti là-bas derrière le but, dommage, mais les Français jouent mieux, Thierry. Ah oui, complètement, ils ont maintenant la main mise sur ce match, et là ils ont eu une occasion rêvée de marquer. On a été presque trop collectif, mais ça on ne leur en voudra jamais d'essayer d'être collectif, on ne leur en voudra jamais d'essayer de se remettre dans le droit chemin comme ça. Bonne prestation là de la première ligne, ça va donner des idées aux autres. Ville, Barin, Almassi, c'est la deuxième ligne française qui est sur la glace, et des Soviétiques qui là jouent nettement moins bien, déconcentrés un petit peu par ce 4-0, et un peu usés aussi physiquement d'avoir de jouer aussi haut, de venir chercher les Français dans leur propre camp. Et donc une équipe de France qui forcément récupère plus souvent le palais. Quand on a plus souvent le palais dans sa crosse, eh bien on se crée des occasions, c'est logique, c'est normal. Ouvaïev en zone neutre, qui donne pour Volkov. Toujours Volkov en retrait pour Toulikov qui lance, bon arrêt de Jean-Marc Dian. Palais relance pour Barin là-bas, Barin il est avec lui en retrait, Christophe Ville, il l'a vu, il conserve le palais, il donne maintenant dans le coin pour Christophe Ville là-bas. Christophe Ville voilà, qui met son corps en opposition pour la mise en échec. Palais derrière le filet avec Barin et puis Ville qui touche presque le poteau, c'est passé tout près du poteau. Deux bonnes occasions pour les Français là avec celle Pouget-Boson et maintenant les Soviétiques, celle de Christophe Ville. Les Français qui relèvent un petit peu la tête, c'est bien pour le spectacle. Il y avait deux lignes, d'où ce coup de sifflet, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Mais c'est vrai que les Français vous ont montré là un petit peu ce que l'on vous disait, ce qu'ils savent faire. Ils savent faire quand même beaucoup de belles choses, on ne dira jamais assez, vous l'avez vécu, cela fait un petit peu de temps que l'on fait du hockey sur glace sur notre chaîne. Et bien vous voyez, regardez encore, on voit cette action là, il aurait pu tirer, non, il essaye de redonner le palais, mais ça manque encore un tout petit peu de précision. Il y a 6 mois pour régler tout ça. Ouvaïev en gros plan, on voit qu'il a baroudé, hein, il a le visage bien marqué. Vartalmov qui déborde, donne un retrait pour Galchenyuk. Galchenyuk à nouveau qui est derrière le filet, il est dangereux quand il est derrière le filet.
Vartalmov contré par Patton qui temporise un petit peu. Bonne passe pour Sylvain Beauchamp. Et à nouveau Vartalmov, toujours sur son côté droit. Il faut signaler que les soviétiques ont changé leur ligne. Vartalmov jouait là tout à l'heure avec Titov et maintenant il joue sur la deuxième ligne d'attaque avec Galchenyuk. Arrêt de Jean-Marc Dian, toujours 4-0. On a passé le milieu de la partie, Thierry. Ah, c'est lui qu'on vient de voir rentrer sur son banc. Il est très bon. Dimitri Gvartaldov, il joue à Khimik. Vartalmov, il avait été avec l'équipe soviétique en 89 champion du monde à Stockholm. Une remise en jeu une nouvelle fois gagnée par les joueurs au maillot rouge. C'est important de gagner les remises en jeu, ça vous donne forcément le palais. Là, une belle mise en échec du défenseur soviétique Igor Malikin. Assez spectaculaire le hockey sur glace quand ça joue vite. Et là on a accéléré le rythme depuis 4 ou 5 minutes. Les Français ont haussé le ton. Et les Soviétiques aussi un bon coup à jouer à 2 contre 1 avec Michel Leblanc à gauche. Finalement en fin de tir et bon arrêt de Stalenkov qui avait bien bouché son angle. Mais c'est bien joué, rien à dire, les Français jouent bien. Alors dans cette situation, le jeu du défenseur est simple. Le défenseur, il joue l'autre attaquant et le gardien joue un contre 1 avec celui qui a le palais. C'est simple et Michael Babin est forcé de shooter dans la mesure où l'autre joueur est pris par d'abord un repli défensif et puis le défenseur qui se décale pour annuler la passe en quelque sorte. Et toujours l'orgue à la façon canadienne. Ma foi, ça comble le vide des arrêts de jeu. Long palais là pour les soviétiques et bonne défense de Stéphane Botteri qui s'est bien jeté, mais pénalité appelée contre le défenseur français qui va devoir aller 2 minutes en prison. Ça va forcément calmer le rythme et mettre l'équipe de France en difficulté parce que déjà on va revoir un petit peu cette faute au passage. Voilà, Jean-Philippe Lemoine accroche avec son gant gauche l'attaquant soviétique, ce qui explique eh bien, ces 2 minutes de prison. C'est la 3e fois que Jean-Philippe Lemoine va en prison depuis le début de ce premier palais d'or de Méribel. C'est un bon client, hein. À Megève, c'est pas toujours son jour quand les caméras sont là, peut-être un peu d'intimidation. Attention à ce coup-là encore, qui était fort bien joué en l'occurrence par Gervan Titov. Jean-Marc Dian qui a perdu sa crosse, qui a réussi à la ramasser. Nouveau lancé, Jean-Marc Dian qui fait l'arrêt et ça repart avec Pouget. Pouget un contre 1, il est capable d'y aller. Et il n'est pas tombé sur n'importe qui. Smirnov, c'est du solide. Vartalmov là-bas pour Titov. Titov qui marque. Superbe but soviétique. Il y a toute la différence, c'est que les Français ont une superbe occasion, ils jouent le coup comme ils savent le jouer, ils se font contrer derrière, et bien c'est Titov qui porte le score à 5-0. On vous l'a dit, le score n'est pas très important, c'est un tournoi amical, c'est un tournoi de préparation, de répétition pour tout le monde. Vous avez vu la vista, il a attendu que Jean-Marc Dian se couche pour lui mettre juste au-dessus. Alors au départ de l'action, il y a une excellente passe de Smirnov. On a fait 2 transversales en quelque sorte sur ce but. Et à l'arrivée, eh bien, bingo, un but, ça fait 5-0 pour l'équipe de l'Union soviétique. Certes, le résultat ne compte pas, mais on souhaite quand même que l'équipe de France reste dans le match. Sinon, ce sera peut-être un petit peu inquiétant. C'est simple, vitesse et précision égale 5e but soviétique. C'est pas pour ça qu'Igor Dmitriev, lui, a attrapé le sourire. Bon, 5-0, ça fait un petit peu désordre dans le tableau quand même. Parce que les Français avaient pris 4-1 contre les Suédois champions du monde. Il y en avait quand même 5 sur la glace, donc c'est pas mal. 5-3 contre l'équipe de Tchécoslovaquie, c'était très bien. Et peut-être le premier but français, oui, avec à la réception de ce tir de Peter Almasi, Christophe Ville. Mais bon arrêt encore là de Stalenkov. Les gardiens ont progressé. Ah, sur cette action, il y avait autre chose à faire parce qu'il y avait Ville dans le dos, il y avait Barin qu'on voit pas sur l'écran. Almasi a pris l'option lancée. Ville avait tenté le retour, mais ça n'a pas marché. Dommage. Mais Barin était tout seul sur la gauche. Il y avait autre chose à faire sur cette action-là avec Peter Almasi. Les Soviétiques à l'attaque avec Borchevski qui est contré. Ça revient pour Stéphane Barin, Ville, longue passe pour Almasi, peut-être non. Il donne pour Barin a touché le palais, donc joué, dit l'arbitre. Et joué, et ça ne pose pas de problème avec Volkov, Machlenikov là qui est le centre de cette équipe soviétique en retrait, qui retrouve Volkov sur le revers. Heureusement qu'il ne l'a pas levé parce que Jean-Marc Dian s'était couché un tout petit peu vite. Ça paraît facile à faire ce que vient de faire Volkov, le numéro 19 soviétique là qui est en gros plan.
Mais quand on est sur des patins, Laurent, ça ne se fait pas facilement dos au but. Regardez, il va se retrouver dos au but, il contrôle le palais. Et finalement il arrive à faire un tour sur lui-même tout en conservant le palais dans la crosse. Voilà, mais il n'a aucune puissance dans son revers parce que le palais est trop loin de son corps. Donc il est un petit peu comme une frappe au football en bout de course. On peut avoir le ballon mais on n'a pas la force dans la frappe. Et bien un revers lorsque le palais est loin du corps, c'est un petit peu pareil au question de Jean-Philippe Lemoine qui est forcément sorti de prison puisqu'il a payé au prix fort avec le 5e but soviétique. Bonne passe, bonne transversale pour Benoît Laporte. Laporte en retrait pour Jean-Philippe Lemoine sur le côté gauche. Lemoine au fond là-bas pour Pat Dunn. Mais les soviétiques sont déjà, ils arrivent en même temps que le palais forcément. Ça vous laisse pas beaucoup de liberté. Avec tout de suite un contre à 3, contre 2. Avec Vartalnov qui retrouve dans l'axe Kamensky tout près d'inquiéter Jean-Marc Dian, mais vous voyez les Français ont attaqué, ils sont restés au fond et c'est tout de suite situation de 3 contre 2 de l'autre côté pour les Français cette fois avec Beauchamp pour Lemoine peut-être en retrait pour non il donne pour Beauchamp qui retrouve Laporte et Laporte qui manque la cible d'une petite mèche de cheveux. Ça repart avec les soviétiques. Bonne action soviétique, Vartalnov qui lance et qui marque. Ça ne pardonne pas. Ça, on vous l'a dit depuis le début, il est bon. Et la différence, on a vu une attaque soviétique où on a joué très vite, qui bute sur le gardien. Les Français jouent moins vite, mais ont une très bonne occasion. Et sur le deuxième retour des Soviétiques, eh bien là, ça ne pardonne pas. But de Dimitri Kartvalnov. Un but où il n'y a pas grand chose à dire. Regardez, il fixe le gardien et hop, sous la transversale. 6-0. C'est quand même un peu sévère. Pour l'Union soviétique, marqué par le numéro 17, Dimitri Kvartalnov, assisté du numéro 16. Dur après-midi pour le gardien grenoblois, ex-gardien grenoblois, parce que le club n'est plus là. Gardien chômeur, c'est quand même un paradoxe. Un gardien d'équipe de France et chômeur en même temps. Alors les Français, là, il y a quand même un petit peu de liberté au niveau de la défense. Ça, il va falloir resserrer les boulons et plus vite. L'absence de Serge Poudrier est quand même relativement préjudiciable pour l'équipe de France. Ouais, Serge Poudrier qui a une qualité de relance supérieure à la moyenne. Voilà. Denis Pérez, il a plus de crosse, donc il bloque le palais avec ses gants. Coup de sifflet, remise en jeu et un petit coup d'orgue. Alors on revient en jeu, il reste 2 minutes 30, un petit peu moins. Et bon geste défensif là d'Arnaud-Briand qui est obligé de plonger. Les Soviétiques n'ont rien changé. Ils mènent 6-0, ils jouent toujours de la même façon. Remarquez, ça leur réussit bien. Alors est-ce qu'on va arriver à sortir proprement? Réponse négative. Réponse négative. Skopinchev qui donne pour Potetchuk toujours en position du palais. Potetchuk qui cherchait un partenaire pour équipier des Français. Récupération Margerie droit là-bas, brillant à la lutte avec Malikin. Oh, Malikin, il a fait la différence sur le patinage, là un collet un petit peu rapide et Brouillard est dans le vent. Bonne passe pour Titov et Titov conserve le contrôle du palais. Là les Français ils boivent un petit peu le bouillon actuellement. Ils n'arrivent pas à contrôler le palais, ils n'arrivent pas à arrêter le jeu. Peut-être avec Pouget cette fois, Pouget le long de la bande qui se sort du marquage soviétique. Long palais pour directement sur Stalenkov, Pouget, passe intercepté par Vartalnov, il va vite Vartalnov, il fait la différence dans la rentrée, un peu gourmand sur ce coup là, on a voulu un petit peu chambrer. Pour le spectacle c'est bien quand même, parce qu'il avait regardé, il a bien joué le coup, il y avait un petit quelque chose il a quelque chose de génial ce garçon. Je pense qu'il sera dans l'équipe olympique, on le reverra sans doute au mois de février ici sur cette même glace de Méribel. Dernière minute de jeu, 6-0. Ça se passe un peu de commentaires au niveau du score. Heureusement, on voit de belles choses. On va pas chercher d'excuses à l'équipe de France, mais c'est vrai que depuis jeudi, il manque la ligne qui avait un petit peu dynamisé cette équipe avec là un beau contre pour Philippe Boson, mais bonne défense. Et 2 lignes de toute façon à l'arrivée. Mais c'est vrai que cette ligne avec Pierre Pousse, Yves Crétenant et Yannick Goïgoetchea pendant 2 matchs avait été un petit peu la dynamique de groupe. C'est un petit peu elle qui avait mis le feu suédois. C'est d'ailleurs cette ligne qui avait marqué avec Yannick Goïgoetchea. Et puis une équipe qui avait un petit peu remis d'aplomb, une ligne qui avait remis un peu d'aplomb cette équipe de France. Il y a un malade, il y a Pierre Pousse qui a eu le nez cassé dans le match contre les Tchèques hier après-midi. Il va se faire opérer à la fin du stage, là, la semaine prochaine. Bon, c'est une petite fracture, on rassure tout le monde. Enfin, ça lui fait un joli nez d'ailleurs.
Christopheville à la remise en jeu, l'une des dernières, et bien ce sera sans Christopheville. Voilà. Alors explication, Christopheville est un petit peu nerveux sur la mise au jeu, donc l'arbitre demande à un autre joueur français de venir le remplacer. C'est important dans la mesure où Christopheville est un joueur de centre, il est donc spécialisé dans les mises au jeu. La mise au jeu, c'est un petit peu la touche au rugby, une conquête du palais. Et c'est Peter Almassi qui va la remplacer Christopheville. Voilà, mise au jeu gagnée par les soviétiques, cela n'est pas surprenant. Directement sur Maleshnikov à la lutte avec Jean-Philippe Lemoine derrière le filet. 2 Français contre 2 soviétiques. Maleshnikov qui est bloqué par Lemoine. Attention à Volkov qui traîne à droite de la cage, il fallait sort. En plus il y a Tourikov qui est derrière tout seul pour un bon shoot. Il est tout seul Tourikov, heureusement le palais ne lui vient pas. Et pénalité infligée à Jean-Philippe Lemoine pour cette charge dans le dos sur Igor Maleshnikov qui en a perdu son casque dans la bataille. Je vous ai dit, c'est pas sa journée, c'est pas son après-midi. On voit un petit peu l'action là avec la faute de Jean-Philippe Lemoine. Voilà, on l'a vu à droite de l'écran là, il a retenu le soviétique, une faute qui s'imposait pas tellement. Oui, et c'est sous les yeux de Monsieur Frey, donc ça ne peut pas pardonner. Je crois que c'est la 4e fois que Jean-Philippe Lemoine va en prison pour ce tournoi de Méribel. C'est la 3e fois aujourd'hui. 46 secondes. 2 minutes de pénalité au numéro 16 de la France. Inquiet Kjell Larsson, il était très heureux du match de son équipe face à la Tchécoslovaquie hier. Il avait trouvé que les 3 tiers temps étaient très bien. Là aujourd'hui, un peu de soucis. Il a raison parce que l'équipe de France ne joue pas bien. Et Jean-Philippe Lemoine qui a pris 2 minutes plus 2 minutes. Donc pendant 4 minutes, les Français à l'infériorité numérique. C'est-à-dire qu'en pratique, on va finir ce tiers-temps à 4 Français contre 5 et on va rejouer après le début du 3e dans la même situation. À 6-0, ça n'est pas forcément ce qui pouvait nous arriver de mieux. Tourikov, la lancée de Tourikov, arrêt de Jean-Marc Dian. Borchevski devant le filet pour Maleshnikov. Ça ne marche pas. Et coup de coude là-bas, on s'explique un petit peu là. Benoît Laporte, ça ne s'impose pas ce genre de choses. Dans la mesure où il y avait déjà une pénalité sifflée contre un soviétique, on vient faire la police et le résultat des courses, je crois que Benoît Laporte devrait également prendre une pénalité. À moins que l'arbitre ne soit sympa avec les Français. Oui, alors ça c'est pas forcément même en match amical évident parce que les arbitres, surtout quand ils sont suisses, sont pointilleux. En tout cas on se quitte sur eh bien cette prison qui ira directement à Nikolai Borchevski et sur ce score sans appel de 6-0, on regarde une dernière fois cette image parce que bon ça fait aussi partie du hockey sur glace, c'est spectaculaire. Benoît Laporte qui est un petit peu venu faire la police dans tout ça. 6-0 c'était sévère mais les soviétiques jouent cet après-midi à Méribel, un ton au-dessus de l'équipe de France. On retourne à Paris puis on vient ici dans quelques minutes pour le dernier tiers-temps. Je pense que les Français vont essayer de nous montrer un autre visage pour conclure ce match face à l'équipe d'Union soviétique. Tout le monde a été très sensible, les joueurs, ceux qui aiment le hockey sur glace bien sûr, car on a beaucoup d'échos sur ce magazine qui est un petit peu, je dirais, un cadeau pour le hockey sur glace, car d'autres sports n'ont pas de magazine comme celui-là. Ça viendra, j'espère, le basket, le handball, le volleyball bien sûr, et ça a pesé lourd dans les discussions. C'est pour cela que l'on a voulu un championnat qui soit très sérieux, un championnat qui ressemble à quelque chose. Donc on aura une première partie où on verra des gens nouveaux, des équipes nouvelles comme Viry-Châtillon, comme l'équipe de Clermont, comme Chamonix. Ça va amener du monde dans les patinoires et je pense que la deuxième phase sera de très haut niveau avec quand même Rouen et Briançon qui seront devant, Chamonix et Amiens, et puis derrière eh bien c'est un petit peu la bouteille d'encre. On verra ça à l'issue de la première phase. Nous avec Laurent on espère refaire Cross et Patin parce que c'est un magazine qu'on aime bien et je crois que ça sera une excellente transition avant les Jeux Olympiques. Un petit mot sur la manifestation qui s'est passée hier à Courchevel, plus précisément au Prat. L'épreuve de saut avait été annulée, vous le savez, il y a quelques mois pour des problèmes ou d'enneigement, ou plutôt les travaux qui n'étaient pas terminés. Eh bien, une répétition a pu avoir lieu hier sur le tremplin, mais c'était une piste en céramique, etc. Ça s'est fort bien passé. J'ai rencontré Jo Choupin de l'Ortho tout à l'heure, qui m'a expliqué que, ainsi que Françoise Boulin, la réalisatrice, que tout s'était remarquablement passé. Une bonne répétition pour les sauteurs et le tremplin. Le saut sera bien sûr l'une des épreuves reines des Jeux Olympiques d'Albertville. On va reprendre dans un instant. Thierry, Laurent, c'est à vous. Merci Michel. Régis me parle dans le casque. J'ai pas compris, Régis, ce que vous m'avez dit, excusez-moi, parce que j'étais en train de regarder mon écran.
Et oui, on disait qu'en 92, vous avez raison, Courchevel sera couvert par les moyens techniques des Fer 3. Ici à Méribel, eh bien, c'est la production avec le nouveau car, notre tout nouveau car numérique, il est superbe. C'est FR3 Nord-Pas-de-Calais Picardie qui assurera l'image, la production des images. Et Dieu sait si elles seront reprises. On attend, je vous l'ai dit, 1 millier de journalistes pour le hockey sur glace seulement. Ça va faire du monde dans cette, on peut le dire, petite patinoire. On est un petit peu déçu par la prestation d'équipe de France et un petit peu déçu aussi par la patinoire. Forcément, Laurent, vous qui avez beaucoup voyagé, vous allez nous quitter pendant 15 jours, vous partez à la Canada Cup au Canada. C'est vrai que vous avez vu les Jeux Olympiques de Calgary, vous avez vu des choses et des stades fantastiques. C'est peut-être pas ce que l'on attendait tout à fait. Bon, on va pas dire que c'est pas bien, c'est joli. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses à revoir. Mais enfin, ça là-dessus, on a dit ce que l'on voulait. Chacun a dit ce qu'il fallait changer. Bon, c'était fait pour cela, ce Palais d'Or de Méribel. C'est pour ça que c'est vrai, on attache un peu moins d'importance aux résultats. On sera plus intransigeant au moment des Jeux Olympiques. Mais enfin, Laurent, on a vu déjà mieux quand même. Et quelque chose peut-être plus conçu pour des finales olympiques. En fait, c'est ça le problème. C'est bien fait, mais bon, il n'y a pas 10 000 personnes, quoi. Oui, mais bon, à Calgary, c'était une ville et c'est vrai qu'il y a deux options pour des jeux. Là, c'est une station de montagne et donc on ne pouvait pas espérer une patinoire on aurait voulu une patinoire de 10 000 places. Bon, il n'y a que 6 000 places, tant pis. Et en tous les cas, les gens, ça fera plus d'auditeurs pour la télévision. Oui, en ce qui concerne l'explication du COJO à ce niveau-là, eh bien, on nous dit de toute façon, même si on met une patinoire avec Christian Pouget, là, peut-être pour le premier but de l'équipe de France, oui, ben voilà, il suffisait un petit peu de se remotiver. On a attendu peu de temps, 18 secondes, pour voir le premier but de l'équipe de France. Voilà, Puget, il a beaucoup de glace, c'est son deuxième but du tournoi, il a déjà marqué hier un but contre la Tchécoslovaquie, il a patiné tout le long de la patinoire, il fait coucher le gardien et il marque dans le filet désert, donc but exceptionnel. On voit la fin de l'action, mais toute l'action était superbe. On a un petit peu discuté d'autre chose, on a un petit peu manqué le début de l'action, mais cette action on l'a quand même vu, il y a eu une bonne sortie de zone, il y a eu une bonne coordination en zone neutre, et Puget qui vient marquer, qui ramène l'équipe de France à 6-1, ben, c'est mieux et on est bien content. C'est bien parce que le but est joli. En plus, le dribble sur le gardien est superbe. Je termine. Je disais que le COJO disait, de toute façon, si on met 5000 personnes en plus par jour, ça ne changera pas grand-chose pendant 15 jours. Nous, on a préféré la carte des téléspectateurs entre 1 et 2 milliards tout de même chaque jour. C'est impressionnant. 6-1, c'est bien. Évitons de prendre un but tout de suite derrière. Voilà, Jean-Marc Lejean, il faut être vigilant. Les Français ont 20 minutes maintenant pour vous montrer, pour vous prouver qu'ils ont fait de gros progrès. Nous, on le sait parce qu'on les suit régulièrement, c'est tricolore. Ils sont en progrès, ils sont un peu émoussés, ils ont eu une longue tournée là en Suède, ils ont joué beaucoup de matchs à répétition, ils ont fait de bons matchs en Suède face à des équipes d'élite comme Stockholm, où ils ne se sont inclinés que 4-3 par exemple. Et puis là, ils jouent quand même énormément et surtout, bon c'est vrai, la semaine a été très délicate, très difficile. Certains joueurs ont raté des entraînements pour aller aux réunions, attention à ce tir, bonne défense de Jean-Marc Lejean. C'était pas l'idéal, bon, la semaine a été difficile, Dieu merci. En ce dimanche, tout le monde a retrouvé le sourire, y compris l'équipe de France avec Christophe Ville dans ce deuxième tiers-temps. Une équipe de France revenue avec maintenant l'esprit libre, un petit peu la tête enfin sur les épaules. Tourikov qui a voulu donner un retrait, intercepté par Botteri. Là, les bras font la différence. Il faut avoir de bons bras. Attention, si ça passe, ça peut être dangereux. Vous nous soignez dans l'axe. Il y a. C'était le numéro 9, Malechnikov. Il a touché le poteau extérieur et les Français ont eu chaud. Encore une erreur de concentration dans leur zone de défense. Les Français doivent réagir avec peut-être Benoît Laporte. Longue passe pour Beauchamp. Beauchamp qui bute sur le gardien Stalenkov. À nouveau Beauchamp contré là-bas par le défenseur Chargorodski et puis maintenant le numéro 16 Galchenyuk pour Chargorodski. Intervention de Benoît Laporte et les tricolores qui font circuler le palier dans leur zone. Les deux équipes à 4 contre 4 sur la glace. Là, le moine côté français est en pénalisé, tandis que côté soviétique c'est Borchevski, me semble-t-il, qui est sur le banc des pénalités. Et ça se termine puisqu'il ne reste plus que 4 petites secondes de 1 et 0. Ça passe vite. Et voilà
Fin de pénalité pour les soviétiques, c'est facile à lire, ils sont 5 sur la glace et nous ne sommes que 4 puisque Jean-Philippe Lemoine pendant 1 minute 37 encore est en prison. Il en avait pris 2 de suite, 2 dans la même faute, 2 plus 2, une pour la faute, une pour la dureté excessive derrière. Donc il pénalise son équipe qui a tout de même réussi à réduire le score 6-1 grâce à Christian Pouget. Vous l'avez vu en début de ce 3e tiers-temps. Les soviétiques qui s'installent dans la supériorité numérique avec un bon tir là qui passe à côté de la cage de Jean-Marc Dian. Un tir de Dimitri Yukevich. Et les soviétiques revenus derrière leur cage. Avec Karpotchev, Vartalnov, voilà. Vartalnov qui arrive sur la ligne bleue, qui donne un retrait, mésentente côté soviétique, ça arrive aussi, ça n'arrive pas qu'aux Français. Richer, il va essayer de gagner du temps, il va essayer de... Voilà, il revient en arrière, on gagne du temps, les Français jouent à 4 contre 5. C'est l'explication du repli défensif d'Antoine Richer. Antoine Richer qui revient sur lui-même, voilà, qui gagne du temps, plus que 45 secondes. Ça c'est bien joué, ouais, ça paraît pas, mais c'est très bien joué. Et plus que 45 secondes dans la pénalité infligée à Jean-Philippe Lemoine qui a pris 2 minutes, plus 2 minutes en fin de deuxième période. Vartalnov qui déborde Antoine Richer, il fait le tour du filet, il donne pour Titov et bon arrêt de Jean-Marc Dian. À nouveau Richer, puis Philippe Boson tranquillement, qui renvoie les soviétiques dans leur camp. Les Français apportent des changements entre Dalmatie, De Ville en défense, Botteri et Woodburn. 10 petites secondes encore dans cette situation difficile. Et Jean-Philippe Lemoine va rejoindre ses camarades sur la glace. Attention à cette action là, les soviétiques jouent très collectif. Le Palais ressort de la zone, donc tout le monde ressort et fin de pénalité. On joue de nouveau à 5 bleus contre 5 rouges, 6-1 au score. Un peu plus de 17 minutes encore à jouer et un Palais que l'équipe de France tente de récupérer dans sa zone de défense. Sortir de sa zone, c'est important, ne pas laisser les soviétiques comme cela face à Jean-Marc Dian là qui réussit un bel arrêt avec Samiten face à Andrei Skopinzev, le défenseur, jeune défenseur, 20 ans tout juste. On revoit lancer balayé, c'est-à-dire sans préparation, toujours un petit peu délicat pour les gardiens. Et Jean-Marc Dian sur ce coup-là n'a pas laissé de retour. Palais en zone de défense des Français qui devrait sortir là avec Benoît Laporte. Benoît Laporte contré par Machlenikov, Igor de son prénom, centre en retrait, bonne défense de Bruno Saunier. Garçon dont on parle peu, qui est d'une régularité étonnante, toujours quasiment au même niveau et toujours très bon défenseur. Là Benoît Laporte, capable de superbes gestes techniques. Il avait marqué 2 buts avec l'équipe de France contre l'équipe d'Autriche qui avait permis au Mondial B à l'équipe de France et à Jesenice de remporter la médaille de bronze. Bruno Saunier en défense encore. Oui, Borchevski là-bas dans le coin, récupération des Français. Et l'on flippe avec peut-être la vitesse de Sylvain Beauchamp s'il arrive en premier dans ses Stalenkov le premier sur le palais. Ça revient pour Michael Babin en zone neutre. On fait trébucher Michael Babin. Marjorie attend pour... entre en zone neutre, en zone offensive plutôt, il revient avec Michel Leblanc. Michel Leblanc qui a tenté la passe sur Babin. Ça ne marche pas. Retour dans la zone de défense de l'équipe de France. 6-1, c'est le score. Et le petit quart d'heure, eh bien, c'est le temps qu'il reste à jouer. Et lui, c'est Vyacheslav Uvaev, le défenseur soviétique de l'équipe du Spartak de Moscou. À la mise en jeu côté soviétique, Alexander Galchenuk. Et côté français, c'était Pascal Marguerite, Palais conquis par les soviétiques. Et bon pressing de l'équipe de France là qui oblige Yuskevich à revenir dans sa zone de défense. Palais récupéré par les Français. Arnaud Briand, auteur du but contre l'équipe de Suède. Steve Woodburn, traduction littérale, bois brûlé. Hein. C'est un Québécois, Steven Woodburn. Et un franco-québécois bien entendu. Longue passe, c'est une superbe passe de Woodburn pour Briand. Briand rentré pour Babin. Babin qui arrive, qui tire juste à côté. C'était une bonne occasion, mais quelle belle passe de Steve Woodburn là sur Arnaud Briand. Ça repart pour les soviétiques avec Kaminski. Kaminski, ce n'est pas le vrai Kaminski, hein, la vedette. Ah ouais, ça fait 7e but pour l'équipe d'Union soviétique.
marqué par le numéro 26 de cette équipe soviétique, Andrei Potekchuk du club de Krylia Sovetov. Un but un peu bizarre au départ, Kaminski qui fait un énorme travail. Jean-Marc Dian, oui, il est surpris, enfin en tout cas il est obligé de venir chercher le palais là sur ce débordement de Kaminski. Il est obligé de faire l'effort, il vient le chercher et puis là il se retrouve dos au but. Ça ne pardonne pas. 7e but de l'équipe du RSS. Alors explication, il y a un vrai et un faux Kaminski. En fait il y a deux Kaminski, mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. On peut en parler. Ouais. Celui-là c'est le plus faible. Voilà, Kaminski, grande vedette du hockey soviétique et qui ne disputera d'ailleurs pas la Canada Cup puisqu'il s'est blessé en match amical contre les Suédois cette semaine. Avec Vartalnov. Vartalnov qui est aux prises avec Pouget. Bon geste défensif de Christian Pouget. Titov trouve dans l'axe son défenseur Smirnov en l'occurrence, mais Vartalnov revient dans son camp avec Karpotchev. Vartalnov, longue passe pour personne. Et on va venir engager en zone de défense de l'équipe soviétique. Deux petits résultats internationaux cette semaine. L'équipe du RSS, pas celle-là, une équipe du RSS qui ira disputer la Canada Cup, a battu la Suède 4-0. Et le lendemain, bien les Suédois ont pris leur revanche 4-1. La Suède, championne du monde en titre. Ça se passait cette année, c'était en Finlande, à Turku. Bientôt, nous vous montrerons du groupe A avec l'équipe de France. Ça sera début mai à Prague en Tchécoslovaquie. L'équipe de Tchécoslovaquie qui, je vous le rappelle, dispute ce soir. Si vous êtes dans la région de Moutier, de Méribel, si vous êtes près d'Albertville, si vous êtes en vacances en Savoie, bienvenue ce soir ici. Là, il y a 19h, cette finale du premier Palais d'Or entre la Tchécoslovaquie et la Finlande. Et ça vaut le déplacement. Le capitaine Antoine Richer pour Philippe Boson. Oui, c'était bien joué. Ah oui, mais ça marche pas forcément avec les défenseurs soviétiques. Jean-Marc Dian avec Botteri, il a Vartalnov sur lui. Déviation, Ville, il a Pouget avec lui, contré, Ville. Ça revient pour les soviétiques avec Vartalnov qui donne pour Volkov et bon arrêt de Jean-Marc Dian. Fallait de 2 contre 1 pour les Français. Almassi et Ville 2 contre 2 même maintenant. Almassi qui donne pour Ville qui a manqué son contrôle de passe, mais c'était bien pensé. Ville pouvait prendre une bonne position pour tirer sur le but. La lutte dans le coin avec Almassi directement sur Pérez, bonne passe pour Saunier tire à terre, ça passe juste à côté. Ça revient pour Denis Pérez qui renvoie derrière le but pour Almassi. Il a Saunier qui est bien placé, il préfère y aller tout seul, là, un petit peu individuel. Ça revient pour Stéphane Barin. Barin peut-être du revers, mais il donne en retrait pour Saunier. Et finalement interception des soviétiques de Malishkin. Mais les Français récupèrent ce palais avec Peter Almassi qui lance Benoît Laporte, c'est l'entrée de la 3e ligne. Mais Palais de nouveau dans les crosses des joueurs au maillot rouge, donc il revient finalement pour Barin. Il n'y a pas de bonne derrière. Benoît Laporte qui sort sa crosse à rallonge, mais finalement les soviétiques s'en sortent et s'organisent calmement. Même si là, il a raté son crochet. Et Sylvain Beauchamp, dans son style caractéristique, sa façon préférée, là, oui, un bon lancer là pour Benoît Laporte qui retrouve Beauchamp revers. Et oh, c'était bien joué avec Michel Leblanc. Là, attention au compte, heureusement Woodburn est là. Steven Woodburn passe à Maleshnikov. Là, Michel Leblanc, il ne s'est pas laissé embarquer et il dégage. Palais qui va au-delà de la balustrade, Palais injouable et ça fait rire Michel Leblanc. Tout le monde, là on voit la bonne occasion de Michel Leblanc. Et bon arrêt du gardien soviétique, arrêt qui n'était pas facile à faire. Le problème pour le gardien sur ce genre d'action, c'est qu'il faut qu'il soit synchronisé avec le mouvement du Palais. Et là, Stalenkov, il était bien dans le mouvement, comme on dit, et il a préservé son but. Woodburn qui passe la ligne bleue, le long passe là pour Babin en retrait pour Marjorie, dommage, c'était bien pensé, mais pas de la pensée aux actes. Il y avait une petite différence avec Maleshnikov qui retrouve là-bas Borchevski qui cherchait Volkov, ça n'a pas marché, heureusement pour les Français. Avec Maleshnikov dans son dos pour Volkov toujours, et arrêt de Jean-Marc Dian, un nouvel arrêt de Jean-Marc Dian. On flotte un peu côté français, Jean-Marc Dian laisse quelques petits retours et les défenseurs ont des problèmes.
Steven Woodburn qui regagne le banc, pas le banc des écoliers, le banc des remplaçants. Enfin, en tout cas, vous savez qu'au hockey sur glace, l'effort demandé aux joueurs est très intense. Donc les joueurs font ce qu'on appelle des chiffres, c'est-à-dire que des présences sur la glace. Un chiffre, c'est une présence sur la glace. Et ces présences sur la glace, en général, elles sont de l'ordre de 40-45 secondes. Parce qu'au bout de 40-45 secondes, eh bien, le rythme cardiaque des joueurs s'accélère. L'effort est tellement intense, tellement violent que eh bien, les joueurs vont se reposer toutes les 40-45 secondes. Et lorsqu'ils sont sur la glace, ils donnent le max, le maximum. Une équipe de France avec sa première ligne sur la glace, la plus expérimentée, même si certains joueurs sont encore jeunes. Philippe Bozon, Christian Pouget ont 25 ans, 26 ans. Antoine Richer, le capitaine de l'équipe de France, 10 ans d'ancienneté dans cette équipe de France, n'a que 30 ans, le capitaine de l'équipe amiénoise. Et c'est vraiment un garçon qui aura apporté au hockey sur glace et au sport français une pierre à l'édifice qui mérite vraiment que l'on s'intéresse à ce garçon d'un petit peu plus près encore, parce que des sportifs comme cela, dans tous les sports, on n'en a pas, attention, on n'en a pas tous les jours. Attention encore à ce tir du défenseur Oleg Chargordowski. Difficile à dire, oui. Difficile à dire. Celui-là, s'il ne me l'emmène pas aux Jeux Olympiques, ça m'arrange bien. Mais enfin, pour lui, ça serait quand même un petit peu désolant. C'est lui le numéro 22, on ne peut pas dire ça. Et c'est vrai que pour le nom, c'est un peu compliqué. Et je suis même pas sûr que je l'ai bien prononcé. Jean, c'est plus facile à dire, même si le pauvre Jean-Marc passe un après-midi difficile. 7 buts, c'est jamais marrant pour un gardien. Jean-Philippe Lemoine, Pouget qui a voulu redonner pour Lemoine, ça n'a pas marché. C'est pas une bonne équipe de France, on peut vous l'assurer, on a vu nettement meilleur, mais bon, il y a des jours comme ça, c'est un petit peu une fin de semaine, fin de stage, fin de tournée, ça commence à être dur dans la tête, sur les patins. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas fait un très très bon match, c'est vrai. Mais à une époque, lorsqu'on ne faisait pas un bon match contre les Soviétiques, eh bien on encaissait 15 buts facilement. Maintenant, bon, c'est 7-1, c'est pas satisfaisant, mais ça dénote quand même ça. Français. Avec Philippe Bozon, Antoine Richer intelligemment qui laisse filer le palais dans le coin. Il est fort dans les coins, il est malin Antoine. Et il conserve le contrôle du palais, mais son corps en opposition. Bon travail là d'Antoine Richer, pas très spectaculaire, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Avec Bozon qui retrouve Pouget qui lance et bonne occasion pour les Français. Et Philippe Bozon qui a voulu retrouver le filet, mais ça a plongé la ligne de but sans rentrer. Mais les Français jouent mieux dans cette troisième période. Vous voyez le travail d'Antoine Richer, très visible à l'œil nu sur votre écran, mais à la fin ça donne une superbe occasion pour Philippe Bozon. C'est précieux d'avoir un garçon au centre comme Antoine Richer dans une équipe. Ça fait briller les ailiers, et quand on a des ailiers de qualité comme Pouget et Bozon, eh bien ça permet quand même de voir du festival. Et ça fait sourire Jean-Christophe Benoît, dont le papa est le président de la commission des arbitres. Des arbitres qui vont prendre le chemin des patinoires le 7 septembre, puisque la Ligue nationale reprendra le 7 septembre dans les villes que sont Briançon, Rouen, Amiens, Chamonix, Reims, Viry-Châtillon. Il y aura aussi l'équipe d'Épinal et puis ou l'équipe de Clermont, l'équipe de Caen. Et bien, si vous habitez dans cette région, allez voir le championnat. Il y a de superbes matchs de hockey sur glace dans le championnat. Ça va vite, c'est spectaculaire, il y a du spectacle et surtout on voit beaucoup de buts. On en a déjà vu 8 en ce qui nous concerne. On voudrait bien en voir un autre du côté français. Les Soviétiques à l'attaque. Passe en retrait pour Vartalnov. Qui temporise. Donne là-bas pour Petrov. Qui cherchait au deuxième poteau un partenaire. Et les Français qui peuvent contre-attaquer avec Christophe Ville, Barin qui revient dans l'axe. Aux prises avec Smirnov. Smirnov. Et c'est les Soviétiques ou les Français, ce sont les Soviétiques qui sortent du coin avec le palais. Karpotsev tranquillement de l'autre côté là-bas pour Smirnov. Et côté soviétique, on assure 11 minutes 12 exactement de jeu dans cette partie, dans ce match entre l'équipe de France et l'Union soviétique. 7-1 pour les Rouges. Avec Malikin, lancé de Malikin et bonne intervention de Woodburn qui va dans le coin, qui neutralise l'attaquant soviétique. Michel Leblanc en retrait là certainement pour Benoît Laporte. Voilà, c'est fait. Benoît Laporte, il faut prendre de la vitesse, il faut faire la différence maintenant. Voilà, il donne un bon palais pour Beauchamp lui redonne. Laporte a voulu lancer, il est contré. Et il faut penser maintenant à ce qu'on appelle dans tous les sports le repli défensif, parce qu'en hockey ça va très vite. Benoît Laporte qui donne pour Dunn. Il manque un petit quelque chose à Pat Dunn sur ce coup là. Pat Dunn qui conserve le contrôle du palais avec Woodburn. Tir de Woodburn, bon tir
et arrêt de Stalenkov. Et très gros travail de Benoît Laporte là, remarquable sur cette attaque. On l'a vu 3 fois, là Sylvain Beauchamp fait un peu le ménage. C'est une ligne un peu critiquée que cette ligne franco-canadienne, mais c'est une ligne qui a du talent, qui a je dirais la foudre dans les crosses. Le problème c'est que ça prend pas toujours, mais je crois qu'on est un petit peu dur avec cette ligne qui a beaucoup de qualité et qui montre qu'elle est capable de faire de très bonnes choses. Je crois que ce qui est rassurant pour l'avenir, c'est que Kjell Larsson a la possibilité d'avoir 5 lignes complètes, c'est-à-dire 5 fois 3 joueurs, et ça je crois que c'est bien. C'est intéressant, ça permet un petit peu de motiver tout le monde et de changer quand une ligne va pas bien. C'est difficile sur un tournoi de 15 jours comme aux Jeux Olympiques et bien d'être en forme tout le temps. On peut peut-être dire, Laurent, les Soviétiques ou les Tchèques, on sait que ce sera très difficile contre ces équipes-là. La mission, ce sera de faire des bons matchs. Mais les Français ont une petite chance contre les Norvégiens, voire contre les Suisses. En tous les cas, on le saura en février sur FR3. Retour au jeu avec Titov. Titov en retrait pour Ouvaïev. Ouvaïev qui avait cherché un partenaire. Bonne défense, attention, Toulikov qui arrive face à Dian. Il avait cherché la lucarne, Toulikov. Et bon geste défensif de Dian. Dans le coin là-bas, il y a Volkov face à Lemoine. Et Stéphane Botteri qui récupère ce palais difficile. Botteri qui fait la sortie de zone avec les jeunes. Pascal Majorit, bon palais pour Michael Babin. Attention, contre des Soviétiques. 1 contre 1. Il va vite. Qui va vite avec le revers. Belle action là. Belle action, ce débordement de Petrov là. Et lancé de Petrov à nouveau. Retour pour les Soviétiques. Les Soviétiques qui jouent un petit peu trop facile dans cette 3e période. Là, normal, ils mènent 7-1. Ouais, c'est plus facile de jouer comme ça. Ouais, ils jouent décontractés. Non pas qu'ils jouent facile, c'est-à-dire ils font le maximum, mais ils jouent plus libérés avec. Ils tentent des choses, c'est normal. Pouget en débordement avec Philippe Boson. Boson là-bas dans le coin avec Kolodensky. Il y a Antoine Richer devant la cage. Pouget qui est pris là dans le coin, récupération de Malechnikov et les Soviétiques qui s'en sortent par Kamensky. Kamensky qui passe Denis Pérez. Une passe pour Petrov et les Français qui peuvent se dégager avec Pouget. On prend pas de danger, on prend pas de risque. Cette longue passe de Pouget, elle permet aux joueurs qui étaient sur la glace de venir se reposer sur le banc. Les 5 dernières minutes de ce match entre l'équipe de France et l'équipe du RSS. On essaye de voir un but de l'équipe de France, ce serait bien. L'équipe de France qui va donc terminer 6e de ce palais d'or. Les Soviétiques 5e, c'est un petit peu décevant. Les Américains terminent 4e, mais il y a du génie chez les Américains. Il y a des choses très intéressantes. Je pense qu'on parlera de cette équipe américaine pendant les Jeux. 3e, les Suédois, avec une réputation de champion du monde, une équipe un peu différente, mais qui a justifié sa réputation, puisque les Suédois ont battu pour cette 3e place l'équipe des États-Unis sur le score de 7-2. France 6, URSS 5, USA 4, Suède 3. Reste à savoir qui remportera ce premier palais d'or. C'est ce soir entre l'équipe de Finlande et l'équipe de Tchécoslovaquie. Et puisque nous on travaille dans le service public et que ça marche bien sur le service public, cette finale vous pourrez la voir le 24 août sur Antenne 2 dans un magnétosport qui sera programmé à 5 h du matin. Donc regardez vos programmes, vérifiez bien tout ça. C'est Jean Marquet qui m'a glissé le tuyau dans l'oreille. Je pense que ça sera intéressant à regarder, c'est sympa. Les Soviétiques à l'attaque avec Potechuk. Et pénalité contre Peter Almassi, me semble-t-il. Ou contre Jean-Marc Dian. Oui. Oui. Alors puisqu'on parle de Jean-Marc Dian, on peut souligner que tout à l'heure, on voit le gardien, c'est le gardien qui a joué. Stalenkov, il est sorti et il a été remplacé par Oleg Bratash dans le filet, tandis qu'on revoit la faute de Jean-Marc Dian. Voilà, le joueur passe devant son filet, il fait trébucher, crosse dans les patins, faire trébucher. Vous appelez ça comme vous voulez, en tous les cas. Bien, Jean-Marc Dian ne va pas aller s'asseoir bien entendu sur le banc des pénalités. C'est un joueur qui était sur la glace au moment de la faute, qui va aller rejoindre le banc des pénalités. Et donc l'équipe de France va jouer à 4 contre 5 pendant 2 minutes. C'est Stéphane Barin, le jeune joueur de cette équipe de France de la seconde ligne, néo-chamoniard, qui va donc faire la prison pour Jean-Marc Dian.
Et donc on joue à 4 contre 5 sur la glace. Les soviétiques avec bonne action là de Petrov qui avait cherché la lucarne. Les Français qui peuvent se dégager, ils le font directement là-bas sur attaque. Donc premier palais touché par ce gardien soviétique. C'est curieux, ça, je ne sais pas pourquoi ils ont changé, sans doute. Je pense qu'à cette là on peut se permettre quelques petites fantaisies. Vartalmov en zone offensive qui va donner derrière pour Karpotchev. Voilà, c'est fait. Karpotchev de l'autre côté peut-être pour Smirnov. Non, il redonne avec Vartalmov. Vartalmov, Smirnov maintenant. Smirnov pour Petrov. Petrov à la lutte avec Woodburn. Alors il faut que Woodburn gagne du temps. Là, il a voulu bloquer le palais sous sa lame. Ça n'a pas marché. Smirnov, il est face au but, mais peut-être il retrouve avec Vartalmov. Smirnov, Vartalmov. Voilà, on cherche la meilleure position possible de tir. Hein. Ça sert beaucoup ça. Et les deux autres ailiers soviétiques, ils vont devant le but pour essayer de faire la déviation. C'est aussi simple que ça, un jeu de puissance. On prend un lancer face au filet. Et les deux joueurs qui sont ailiers, ils plongent sur la cage pour gêner le gardien ou pour éventuellement dévier le palais au moment du lancer. C'est ça, un jeu de puissance. Ça fait partie du jeu de gêner le gardien, gêner un petit peu l'adversaire. C'était une bonne inspiration de Benoît Laporte. Je trouve que c'est un des tout bons Français de ce match aujourd'hui. Et c'est pas facile de ressortir du collectif parce que bien les Français n'ont pas été bons. En tout cas, inférieur à ce que l'on pouvait attendre. Ça arrive, on ne peut pas être toujours au top niveau. Surtout quand on doit beaucoup travailler pour progresser. Là, il y a quelques fois, on passe un peu à travers. Face à un jeu qui ne convient pas aux Français, ça me fait un peu peur pour les Jeux Olympiques. Moins peur face aux Canadiens où il y a plus de liberté de jeu. Là, c'est strict le jeu soviétique et les Français ont du mal à se dépêtrer de ce marquage. Bon tir de Jean-Philippe Lemoine qui passe à côté de la cage soviétique. On ne doit pas être inquiet pour les Jeux Olympiques. Ça fait 5 ans qu'on suit cette équipe de France, on sait de quoi elle est capable, même si là elle est en difficulté avec un bon lancé et un but du numéro 12. Alexei Koutachov. Il a déjà été sur 2 buts, Koutachov, et là il marque lui-même. Excellent joueur de centre, Koutachov fait 8-1, ça fait un petit peu sévère. Donc, mais une équipe de France qui a progressé, on la voit depuis 5 ans, on sait qu'elle peut beaucoup mieux jouer que ça. On voit cette action au ralenti avec une passe, Koutachov seul face à Jean-Marc Dian et qui marque en pleine lucarne, but superbe et 8-1 pour l'équipe soviétique. C'est un petit peu trop, on voit l'action, un triangle parfait et une petite lucarne pour le joueur de centre de la 3e ligne d'attaque soviétique. Allez, 2 minutes 30 de calvaire encore pour l'équipe de France parce que ça ressemble un petit peu à ça. Je pense pas qu'au jeu on prenne des tôles comme ça parce que ça s'appelle une tôle. Je crois que les Français sont en bout de course. Ils ont d'abord réglé leurs problèmes personnels, ensuite ils ont pensé à leur équipe de France qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils l'ont beaucoup protégé ce maillot tricolore. Ils vont quand même se réunir plus de 120 jours entre le mois de septembre et les Jeux Olympiques. C'est quand même significatif. On a des objectifs. Bien figurer aux Jeux Olympiques et puis surtout éviter la 12e place pendant le mondial A. Sinon cela signifierait que vous vous retrouvez dans l'étage en dessous, c'est-à-dire dans le groupe B. Donc les Français ont des objectifs précis. Je pense que c'est tout à fait à la portée de cette équipe de France qui termine ici l'ère Kjell Larsson, puisque Kjell Larsson termine les quelques mois qui lui restent à la tête de l'équipe de France et programmé depuis longtemps. Cela fait maintenant 5 ans qu'il est à la tête de cette équipe de France. Reste à trouver un remplaçant, ce sera pas facile. On avait parlé du Canadien Dave King, a priori c'est une piste abandonnée. On cherche le même gabarit et surtout on cherche à ne pas changer le style de cette équipe de France qui, vous le voyez là à l'image de cette première ligne avec la Pouget pour Boson, se crée quelques bonnes occasions. Toulikov à 1 minute 30 de la fin. Toulikov Ouvaïev, longue passe d'Ouvaïev, Malechnikov qui a voulu jouer en pivot. Les Français récupèrent le palais, on termine un petit peu en roue libre là avec Denis Pérez. Denis Pérez qui va partir en stage en Tchécoslovaquie avec l'équipe de Rouen lorsqu'il va rentrer chez lui. Ça va le changer d'habitude. Comme disait Serge Poudrier, le néo-rouennais, puisqu'il a signé hier après-midi pour le club de Rouen. Serge Poudrier nous disait je passe ma vie dans les valises. Almassi qui arrive face à 2 joueurs qui donnent pour Christophe Ville. 50 dernières secondes de cette partie. Woodburn, bonne occasion pour Woodburn. Tir, arrêt de Bratak. Ça revient pour Woodburn qui redonne. Attention, Almassi, il y a du monde derrière. Christophe Ville, Almassi et puis Barin. Voilà, bientôt à la fin de cette partie. En tous les cas, on espère que ça vous aura plu. Avec Stéphane Barin, peut-être une occasion de but. Non, il perd un tout petit peu le palais.
On suivra bien entendu du hockey sur glace toute la saison. On espère bien entendu vous montrer des images du championnat, peut-être dans le magazine Cross et Patin. Et puis la Coupe d'Europe, peut-être avec Rouen. Et puis surtout, rendez-vous en février sur FR3, sur Antenne 2 pour le hockey et pour les Jeux Olympiques d'hiver ici à Méribel, Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville qui seront largement couverts par le service public Antenne 2 et FR3. Les dernières secondes, la dernière seconde de cette équipe de France qui perd donc 8-1 face à l'équipe d'Union soviétique. L'équipe de France, l'équipe de France va donc prendre la 6e place de ce premier palais d'or de Méribel. Les soviétiques sont 5e, c'est un petit peu décevant pour eux, mais enfin ils ont une équipe jeune qui a raté son match contre les Américains, c'est tout, ils menaient 4-1, ils perdent 5-4, bon ce sont des choses qui arrivent. Je vous l'ai dit donc, 4e les Américains battus ce matin par les Suédois sur le score de 7-2. Reste la finale tout à l'heure entre l'équipe de Finlande et l'équipe de Tchécoslovaquie, alors que c'est la traditionnelle poignée de main. On va envoyer Laurent en émissaire puisqu'on a un tout petit peu de temps, il nous reste 5 minutes pour peut-être essayer de discuter soit avec un joueur de l'équipe de France, on va essayer de remonter quelqu'un jusqu'à notre micro ici. Ah, ça va peut-être être difficile avec... Ou André Ville, le directeur technique national, ou le président Bernard Roy peut-être. Une équipe de France donc saluée par un maigre public, il fait très beau sur la Savoie, les gens sont en vacances. Vous avez profité je pense d'un bon match, on va revoir quelques bonnes actions de l'équipe de France. Je pense que vous êtes un peu familiarisé avec celle-ci, vous y habituerez pour les Jeux Olympiques, c'est important je crois, on verra beaucoup de matchs l'après-midi. Il faudra préparer les magnétoscopes, prendre peut-être des vacances aussi dans sa télé, c'est pas un mauvais choix. Je vous l'ai dit donc, le championnat reprend le 7 septembre avec une première phase avec 8 clubs. C'est une occasion pour vous de découvrir ou d'aller voir du hockey sur glace. Et puis on suivra avec attention le premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'équipe de Rouen qui se déplacera à Milan. Face à elle, il y aura le champion d'Autriche, c'est-à-dire Klagenfurt, le champion des Pays-Bas. Cette année, ça n'est pas Rotterdam, c'est Utrecht. Milan, donc, l'équipe de Silvio Berlusconi qui s'est intéressé après son équipe de football au hockey sur glace, et puis donc Rouen. Et l'objectif, c'est de terminer dans les 2 premiers pour aller au tour suivant. Qui aura lieu dans une ville à désigner, donc ça sera début du mois d'octobre. Ensuite il y aura la deuxième phase avec le play-off du championnat de France à 6 avec les meilleures équipes du championnat. Et puis on arrivera rapidement au tournoi pré-olympique fin janvier. Alors d'abord il y aura le tournoi du Mont Blanc à Megève, une bonne répétition, ça c'est traditionnel, c'est une habitude sur FR3. Et puis ensuite il y aura fin du mois de janvier ce que l'on appelle le tournoi pré-olympique, c'est-à-dire avec les vraies équipes qui viendront ensuite aux Jeux Olympiques. Et puis surtout une grande répétition pour tout le monde, et ça se passera à Rouen à la fin du mois de janvier. Et le 8 on sera ici pour France-Canada, le premier match de l'équipe de France en ouverture des JO. Oui, alors tout à l'heure on parlait du championnat. Et ce championnat, c'est vrai qu'on a eu du mal à le mettre sur pied.